Otep, la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit, les amis. J'espère que vous m'entendez bien de votre côté. S'il y a le moindre problème, mettez en commentaire et précisez surtout, c'est super important. S'il y a un problème avec mon micro ou peu importe, précisez-le. Alors aujourd'hui, très très grosse journée parce que nous allons discuter avec une sœur depuis le Kenya. C'est une sœur qui m'a été présentée par un frère qui s'appelle Togbo. Le sujet dont on va parler, c'est la question de l'Afrique. L'Afrique est-elle pauvre ou tout est mis en place pour pouvoir la rendre dépendante de l'Occident? C'est le sujet que nous allons discuter aujourd'hui, mais avant ça, je veux juste m'assurer que le frère T-Boy m'entend de son côté. Frère T-Boy, est-ce que tu m'entends, s'il te plaît? Je te reçois 5 sur 5. Ok. Oui, je te reçois. Excellent. Donc, écoute, tu vas dire la bienvenue, souhaiter la bienvenue à notre sœur Makai qui est avec nous depuis le Kenya. Bienvenue à elle, Otep, Mbote. Mbote, Hotep, greetings, Sister Wavinya Makai. This is a greeting that Mobali Makasi is extending. Are you hearing us okay? Yes, I am, and thank you, and greetings to Mobali back. Thank you. Donc, elle te salue, frère. Ok, bon, comme elle est familière à la spiritualité kémite et qu'elle est sur le continent, elle sait bien que nous ne pouvons pas parler des ancêtres et de la cause sans demander la permission à nos aînés, à ceux qui sont venus avant nous. Donc, je vais demander à la sœur de faire un petit rituel d'introduction et juste après ça, on va pouvoir discuter entre nous. Sister, we cannot have this deep conversation without asking the permission to our ancestors. So we would like to ask you to do a little pouring of the libations so that we can receive the permission from our ancestors so that if we need to talk about our struggle for liberation, it is important that we involve them. So would you please lead us in this short ritual? Okay, libation for tonight will be water, and let the ancestors who need this conversation to happen be here, guide us. Sister, could you do it? Could you do it in your own mother tongue? Could you? Please. Yes, I will do it in Swahili. Perfect. Excellent. Kwa minajili ya hii mswada wa leo, twawaita mje katika hii ikalu yetu ya leo, tunapoanza kuzungumza mambo ambayo yatatusaidia sisi wa Afrika. Asanteni sana, our ancestors. Asanteni sana. Thank you. Est-ce que la sœur peut brièvement traduire ce qui s'est dit, même si elle ne va pas dans les détails? So, sister, you don't have to go into details, but are you able to briefly tell us what you said? Because many of us might not be able to understand Swahili. Okay, I was calling in the ancestors who've guided us to have this conversation between the East, the West, the diaspora, the North, the South, and welcoming them to guide this conversation so that anything that we speak will guide us on the way forward to make Africa live in dignity. Beautiful, beautiful, beautiful. Elle signale qu'elle a fait appel aux ancêtres, elle leur a demandé qu'ils puissent nous guider, elle a signé les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Elle a également signalé par rapport à ceux qui sont sur le continent et dans la diaspora, elle demande aux ancêtres qu'ils nous guident de sorte que nous puissions vivre notre libération avec dignité. Matondo. Ma sœur, il y a beaucoup de personnes du côté francophone qui ne te connaissent pas. On va apprendre à se connaître, mais brièvement, qu'est-ce qu'on peut savoir sur toi et sur ton engagement? Sister, many of us, especially those in the French-speaking sphere, don't know about you. What is it that you can tell us about you and the struggle that you're leading? Okay, my name is Wavinya Makai. I'm a Kenyan, but I studied at the University of Cambridge where I did philosophy in development studies. And then I came back to Kenya because I felt
there's a lot that as Kenyans and also I realized as Africans, we've been denied. That is our authenticity in terms of economy, spirituality, political. We are not a sovereign people. So my work is to use my gift as a writer to speak philosophy in a way that any African can understand. That is me transmuting what our ancestors spoke about, Kwame Nkrumah, Amel Cabral, Ali Mazrui, and many more, just to give them their voice and lead the new Pan-African way of thinking. Beautiful. Alors, je m'appelle Wavinya Makai, je suis du Kenya, mais je suis venu faire mes études à Cambridge, ici au UK. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié la philosophie et le développement. Et après avoir étudié, je suis retourné au Kenya parce que je me suis rendu compte dans mes études que l'Afrique, on l'empêchait d'être authentique. À plusieurs niveaux, au niveau économique, au niveau spirituel, au niveau politique, parce que du coup, l'Afrique n'a pas la possibilité d'être souveraine. Alors, qu'est-ce que moi je fais? J'utilise mon talent d'auteur, donc j'écris. Et ce que je fais, c'est que j'écris et je parle de la philosophie et je la traite ou je la rends tellement digeste que le commun des mortels peut savoir les messages qui sont derrière. Et donc, j'essaye de transmettre les messages de nos ancêtres, que sont les Kwame Nkrumah, les Mazrui, les Cabral, et c'est le travail que je mène. Alors, d'après ce que j'ai compris de toi, c'est que tu pars du principe que l'Afrique n'est pas souveraine, que c'est, entre parenthèses, cette décolonisation, elle n'a jamais été totale. Donc, il y a encore une autre forme de colonisation. Ce que je veux savoir, c'est que dans cette forme de colonisation, c'est quoi les mécanismes qui empêchent l'Afrique de pouvoir d'être souveraine totalement? So, from what we understand, that Africa is not fully decolonized. There's something that is blocking it. So, if this is the case, according to you, what are the mechanics, what are the tools that are preventing Africa from being totally liberated? Thank you for that question. When we thought we got independence in our different capacities, like in Kenya, we thought we got independent in 1963. But with time, we came to realize there's no independence. And this is not only a Kenyan issue, it is almost a continental issue, because you find that in various African countries, be it in the West, be it here in the East, there's an extractive economic model that is happening that is benefiting the few African elite and external forces, and the majority of Africans are living in deplorable states. We are also seeing that a lot of Africans in their very different African countries going to school only to realize that they are being educated into despair. And another thing that is capturing Africa is the loans. You find that a lot of Africans owe loans to IMF and World Bank, and sometimes most of these loans are odious debts that really should not be given to African leaders, especially some who are very puppet-centered in their nature. They are complicit to the external forces. And another last thing that I can say also is the dependency. We depend on foreigners even to give us solutions on what is ailing Africa. So those are amongst many blockers whereby we find that the internal forces here in Africa are working with external forces and continuously taking dignity away from fellow Africans. Beautiful, beautiful. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que les indépendances que nous avez en fait promis, c'est que c'était pas des vraies indépendances. Dans le cas du Kenya, on nous dit que le Kenya était indépendant en 1963, mais ce n'est pas le cas. Et je ne dis pas que c'est simplement pour le Kenya, mais je dis que c'est une problématique qui est générale sur tout le continent africain. On voit que on nous a mis dans une économie qui est extractive, dans laquelle on extrait nos ressources naturelles, mais ça ne bénéficie pas à la population, mais ça bénéficie à l'élite, mais ça
ça bénéficie en fait donc également aux forces externes. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que ce schéma-là en fait nous amène à une pauvreté. Et cette pauvreté est en fait quelque chose que l'on peut voir, mais également dans les écoles, dans le système de l'éducation, en fait, on nous enseigne dans une mauvaise éducation qui nous entraîne justement à être découragés. Elle parle de despair. Et ce qu'il faut également noter, c'est que avec tout cela, on va mettre au point un système où les prêts qui vont nous être accordés au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, ce sont en fait des facteurs qui vont nous maintenir dans une certaine dette. Et ça, ce sont des dettes, elle parle odieuses, donc c'est vraiment des dettes honteuses qui ne devraient pas être accordées aux Africains. Et ce sont des dettes qu'on donne aux leaders africains qui sont en fait, elle parle de puppets, donc ce sont en fait des marionnettes justement qui sont là et donc ce sont des complices justement à ce système. Donc nous avons une dépendance, donc nous avons une économie qui est dépendante et en général elle parle de external solutions. Donc en fait l'Afrique en gros, elle reçoit ou en fait elle attend des solutions qui viennent de l'extérieur. Donc elle dit qu'il y a deux choses, internal forces, external forces. Donc en fait il y a des forces internes, endogènes et exogènes qui sont ensemble et qui collaborent pour en fait maintenir l'Afrique et l'empêcher d'avoir sa dignité. Ok, mais moi j'ai envie de savoir de manière objective et claire, sans langue de bois, ma soeur, qui est responsable de ça? Qui est responsable lorsque toi tu ne protèges pas ta maison, lorsque tu t'en fiches de tes propres enfants, lorsque tu ne donnes pas à manger à tes propres enfants, et qu'un voleur vient dans ta maison, vole tout, casse tout, je veux dire, la faute, elle est à qui? La faute, elle est aux locodermes qui font des choses de locodermes et qui ont tout à fait le droit de faire des choses de locodermes, ou bien la faute, elle est à nous qui nous laissons faire. Parce qu'à un moment donné, la pleurniche, ça va. So Mubali Makasi says, yes, I hear you, but who's responsible? Because he didn't use the terminology of the crocodile tears, but what he says is that what do you expect if we live in a scenario where you don't protect your house, you don't feed your women, you don't feed your children, and you might be blaming or playing the blame game over and over again. He's simply asking you the question. He says, and then do not beat around the bush. In this broadcast, it's a straight talk. And then the question to you is, well, but who's responsible? Tu précises bien que les locodermes font des choses de locodermes et on ne peut pas attendre d'un locoderme de faire des choses de noirs. Donc si les noirs sont faibles, les locodermes s'ils sont forts, ils font des choses des gens forts. Et moi j'aurais été un locoderme, j'aurais fait voir encore pire. Je trouve même qu'ils sont très gentils de nous laisser vivre. Peut-être que moi j'aurais été un locoderme, je vous aurais tous assassinés parce que si vous ne servez pas à quelque chose, il faut vous faire disparaître. Voilà mon point de vue. Moi ce qui n'est pas utile doit disparaître. Donc maintenant la question c'est qui a tort, qui a raison dans l'histoire? Qui ne prend pas ses responsabilités? So who's right, who's wrong in this scenario? Because at some point we have to ask ourselves, who's not facing his own responsibility and his own obligations? Because why do we have to carry on believing that the white man is going to behave for the interest of African people? Because I even take the stance that white people have been nice, because if I was a white person, I would have exterminated all of you, because if you are not willing to protect yourself, if you're not willing to take charge of your own house, don't expect me to work for your interest. It's another way to say that as long as Africans don't take responsibility for themselves, just too bad on you. That is a very nice comment and I love it. And I put the blame on all of us as Africans. Why do we keep on allowing other people to benefit in what we have? We have resources. Why are we still exporting raw materials? We have minerals. Why are we not able to add value? We have the population. Our education system has taught us to think population as a crisis instead of seeing population as a market. So for me,
I will go to term what Ngugi wa Thiong'o spoke about, decolonizing the African mind, because the African mind is very colonial in its thinking. And we had Valentine Mudimbe speaking about how the African mind, ever since they are children, they enter through a colonial library, and when they grow, they always think the Western world is going to save us. And our question as new Pan-African thinkers is, why have we taken so long to listen to Pan-Africanists who came before us? When Kwame Nkrumah told us to unite, what is taking us long to unite? It's we the people. We are not putting the governments in our respective countries into hold and telling them we want to live in dignity, because we the people, we are okay with whatever is going on. But here in Kenya and as many other African countries, we are in revolt. And even having this conversation, this is us being in revolt. I writing my books, all my books have the title war in them, because I know we are at war. And the more we let other people enjoy what we have, and we just sit and look, thinking it will never happen to us, neocolonialism will continue happening, because we have few leaders who are taking advantage of the entire population. So it is upon we the people to rise and say it is time to live in dignity. Our forefathers, Kwame Nkrumah, spoke about it, and they took him to a coup. Thomas Sankara, they took him. All our good leaders, they take them. And why do we keep allowing that? So it's time for us to decolonize our minds and seek dignity as a people. No one is coming to save us apart from us. So I agree with Bali's Makasi question. Ok, frère Mobali Makasi, je suis tout à fait d'accord avec toi et je t'appuie pleinement parce que je dois te dire, frère, j'adore ta question. I love your question. Parce que la faute, en fait, c'est à nous-mêmes la faute. Parce qu'en fait, elle accuse, elle dit « I blame everybody ». Donc, en fait, elle met en cause tout le monde. Elle dit ceci, pourquoi est-ce que nous allons continuer toujours de vivre dans ce système où ce sont les autres qui bénéficient de nos propres ressources? Ce n'est pas correct. Et puis surtout, on vit dans un système où notre population, au lieu de la voir comme une ressource, on voit notre population comme étant quelque chose qui est en fait un poids. Alors du coup, elle dit que nous avons un problème chez nous en Afrique, c'est que l'Africain, une fois qu'il est né, son mental est colonisé. Alors du coup, tu vas dans une bibliothèque coloniale, tu vas dans un enseignement colonial, donc du coup, lorsque tu sors de là, eh bien, ton esprit est complètement colonisé. Elle dit, nous, en tant que nouveaux panafricains, nous avons justement à nous poser la question, pourquoi avons-nous mis autant de temps à écouter les conseils d'un Nkrumah, par exemple? Donc, du coup, en fait, nous devons vivre dans un système où nous devons défier les gouvernements. Par exemple, l'émission que tu fais ce soir, c'est un challenge au gouvernement. Le fait qu'on est là et que j'ai mes bouquins et dans tous mes livres, il y a toujours le mot war, guerre. C'est justement pour montrer que on ne peut pas être confortablement installé dans ce système qui nous tue, qui nous maintient dans le bas. Donc du coup, il y a une révolte. Donc dans d'autres pays africains, je ne sais pas, mais en tout cas au Kenya ici, on est dans une révolte. Et tous mes livres parlent de ça. Donc du coup, elle dit que on doit s'asseoir, se regarder dans le miroir et dire que cette néocolonisation, on ne peut pas l'accepter parce qu'on est dans un système où quelques leaders qu'on peut compter sur le bout des doigts et c'est eux qui bénéficient de toutes les largesses que l'Afrique peut en fait offrir. Elle dit que pourquoi est-ce qu'on s'assied et on refuse justement de vivre dans une dignité. Elle dit Sankara a payé le prix, on l'a buté, Nkrumah la même chose, il y a eu des coups d'état militaires. Elle dit que tout cela doit cesser parce que les seules personnes qui peuvent changer la donne, c'est nous et on doit se sauver nous-mêmes. Ma sœur, et si les Africains ne voulaient pas être libérés? Et si les Africains, leur destinée à eux, ils sont venus au monde, je veux dire, au même titre que les coqs, les poissons, tout ça là, tu vois, c'est à la disposition des locodèrmes. C'est-à-dire que nous sommes tous
au même titre que les chats, les chiens, les oiseaux, tout cela, nous sommes tous à la disposition pour amuser les locodermes. Et si c'était ça? Pourquoi je te dis ça, ma sœur? Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Tu sais, quand tu vas à la pêche, depuis des siècles et des siècles, le poisson, il se fait avoir par le même piège. C'est-à-dire qu'on prend, on appelle ça ndiku. Tu vois, les vers de terre, on met ça sur un crochet, on met ça dans la flotte, et le poisson, il mange et il se fait becter. Et depuis des siècles, le poisson n'est pas capable de dire à ses potes, mais écoutez, le ndiku là, en fait, c'est là où les locodermes nous pêchent et on finit en salade, on finit en comme on a, ma bokeh, on finit en grillade. Donc, les gars, dorénavant, on ne mange plus ce truc-là. Non, qu'est-ce qu'on fait? On continue à manger le même ndiku. Le même ndiku qui nous permet de finir en grillade. Et ça, pendant des siècles et des siècles. Et je ne pense pas que ça va changer parce que tous les Noirs qui ont dit que c'est un ndiku et que le ndiku là va faire en sorte que quand tu le bouffes, tu finis en maboké, eh bien, les Noirs ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter et ils doutent. Et les locodermes continuent à faire la même pêche, le même piège qui fonctionne depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Donc, conclusion, est-ce que nous ne sommes pas tous au même titre que les poissons, les rats, tout ce que tu veux là, à la disposition des plus forts, donc les locodermes? Voilà, je l'ai dit. So this is a long-winded question, but I'm going to break it down for you very, very simply. Aren't we in a situation where, at the end of the day, where our position in this world is to be at the same level than cats, dogs, and fish, and therefore we are at the disposal of the white man? Because watch this. When you need to catch a fish, you will get a fishing rod, you'll have a hook, you have a worm. And for centuries after centuries, the fishermen will go to the sea, will display the same, fishing rod, the same hook, the same worm. There's never a time where the fish say to the other, listen, stop eating that worm because at the end we get caught and then we finish in some dinner somewhere and we are the meat or the food for the fishermen. And then the fish don't seem to be telling the other fish, stop eating this because this is not food. This is a way to catch, or this is just a bait. So it seems to me that Africans are just fulfilling that same function, which is just to be the toys at the same level than a cat, a dog, or a bird in the air, or something like that. Would you agree? Oh yeah, by the way, Yes. Mobali Makasi also said that this situation is because centuries after centuries, the African refuses to listen, and that's the problem. And I agree with him 100%. We have refused to listen. And in my earlier disposition, I said, we don't listen to our ancestors. Our ancestors came before us. They diagnosed the problem. They even told us this is how the white man does. He is a very canny person. He will go behind, but at the end of the day, it's about his national interests. As Africans, we've seen the white men organizing themselves in entities like the European Union, even the United Nations was put forth so that the white man can continuously extract from the continent. But what do we learn as Africans? We do not listen to our ancestors. We don't even listen to our contemporary thinkers. We only come later when a damage has been done. Remember when Gaddafi was telling us about unity? Every African president lets him be alone during his death. A lot of people later came on, 10, 15 years later, came to start speaking about it, saying we wanted to go and help him, but we were denied to go. So until us Africans, we realize power is about organized leverage, we will continue being beggars, being the subordinates, and we need to start listening to each other. We need to start speaking together instead of always speaking abroad. Look at our presidents. We see them being carried with buses
outside to go and speak extraction, to go and speak dependency. So it's a matter of time. We the people rise. If the governments are not going to rise, we the people have to rise and call for dignity, because we are the most educated and yes, the most humiliated people in the world currently. So we must rise and also listen. Oui, frère Mobali Makassi, ben, je suis d'accord avec toi, mais à 100%. Le problème, c'est que on n'écoute jamais. On n'écoute jamais, on n'écoute même pas nos ancêtres. Donc, du coup, même les ancêtres, ils nous ont donné des conseils. Ils nous ont dit, faites gaffe. L'homme blanc qui arrive là, il est traître, il manipule, il manigance, mais on n'écoute pas. Alors du coup, eux, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font en fait, ils font ce qu'ils sont supposés faire. C'est des prédateurs. Alors eux, ils retournent chez eux, ils s'organisent. Ils mettent au point l'Union européenne, ils mettent au point les Nations Unies, parce que ce sont des institutions qui sont là pour en fait extraire, prendre les ressources de l'Afrique. Donc du coup, nous, on est là et on se plaint seulement lorsque le dommage est fait. Et on voit le cas, par exemple, avec Kadhafi. Il a voulu faire le travail qu'il a voulu faire, mais les Africains ont ouvert la bouche en disant « Oui, mais Kadhafi, on voulait l'aider, on voulait s'associer à lui, mais on nous a empêchés de le faire. » Alors du coup, nous, on doit s'organiser pour que cette union que nous avons entre nous soit notre force, parce que on reste toujours là à être, elle parle des beggars, on est là comme des mendiants, on est là que pour mendier. Elle dit, il faut qu'on puisse s'écouter entre nous, il faut qu'on puisse également parler entre nous. Elle parle together, donc to listen, to speak, parce que ce sont ces éléments-là qui vont nous aider à avancer. Mais si ce n'est pas fait, on va rester dépendant. Elle a parlé de dependency. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, ben, on reste toujours là passif et on n'arrive pas à monter. Donc, du coup, elle dit franchement, il faut écouter ceux qui sont les nouveaux qui arrivent et qui ont un petit peu étudié et qui peuvent apporter des solutions. Donc, elle est tout à fait d'accord avec toi. Moi, maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est que après les indépendances, quel choix les Africains ont oublié de faire et qui a fait que nous sommes dans cette situation. Ensuite, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qui nous... Comment je peux dire ça? Qu'est-ce qui n'a pas été encore fait aux Africains pour que les Africains puissent prendre les décisions qu'ils doivent prendre? On a eu l'esclavage. Après l'esclavage, pour tout homme qui se respecte, si ce n'est pas la vengeance, en tout cas, on prépare une nouvelle génération pour que ceux qui ont fait ça puissent payer. Ça n'a pas été fait. Il y a eu tout de suite après la colonisation. Les travaux forcés, les mains coupées, la chicotte et tout cela. Tout cela aurait permis aux Africains d'être encore plus radical, plus dangereux, parce que on se dit c'est pas normal qu'on puisse vivre ça, il faut prendre des décisions pour que l'Afrique ne puisse plus jamais subir. Ça n'a pas été fait. Bon, la question maintenant, qu'est-ce qui manque aux Africains pour qu'on puisse se bouger le huc, en fait, j'ai envie de dire. Combien d'Africains il faudrait encore assassiner? Combien de leaders il faudrait encore tuer? Combien de femmes il faudra encore violer? Combien de terres il faudra encore nous voler pour qu'on puisse se dire, bon, allez, trop c'est trop, maintenant on commence à faire. Parce que là, j'ai l'impression que tout ce qu'on devrait nous faire a été fait. Même Dieu est fatigué de nous aider. Même les ancêtres sont fatigués. Donc, qu'est-ce qui nous manque là maintenant, selon toi, pour qu'on puisse dire, ok, bon, cette fois-ci, trop c'est trop, on commence. Okay, so after the so-called independence, actually, Mobali Makasi is asking you two questions, although they all lead in the same direction. But he says this: we had the so-called independence. After that particular so-called independence, what are the choices that Africans have forgotten to make? And then he leads to a development that he's just presented here. He said, the African went through a lot of things. He went through slavery with all the barbaric treatments that he received. One would think that after having experienced this, you might turn around and become revengeful, and you want to tell people that now it's payback time based on all the wrong thing that were done to us.
After that, we had the colonization and the humiliation that is linked to it. After that, we had the forced labor. And then followed from that, we had our women being raped. We had our hands being cut. With all those elements, what is still uh, lacking for the African after having gone through all those pains to finally decide, okay, enough is enough. Now it's time for me to become more dangerous, because when I see what treatment I am getting, it's only natural for the African to rebel against this, because we have seen assassinations of a lot of our leaders. We have seen, as I said, our land being stolen, because I really want to believe that God is even tired of this. You know, all these things are done to us, and even God is just tired. He said, enough of these people. Even our ancestors who keep telling us, you need to do this, you need to pay attention to that. God is tired. The ancestors are tired. At what point does the African wake up and say, enough is enough? J'ai envie de rajouter, Wow. hein, juste comme ça va me donner une réponse beaucoup plus pertinente, que la sœur ferme les yeux et qu'elle s'imagine, elle, être à l'époque de l'esclavage. Et qu'elle se voit mourir, mais avant de mourir, elle voit ses enfants. J'imagine que moi, j'aurais projeté en me disant, je serai vengé. Je serai vengé. Mes enfants et les enfants de mes enfants feront le boulot. Sauf que quelques années plus tard, quelques centaines d'années plus tard, les enfants qui étaient censés te venger, eh ben, dansent sur TikTok. Ils se sont mariés à des locaux. Les mêmes qui t'ont assassiné, hein. Ils vont regarder le foot ensemble et ils ne parlent même plus de toi. Ils s'en fichent complètement de toi. Et toi, dans tout cela, je veux dire, quelle est la rage que tu peux avoir contre tes propres enfants? Essaie un peu de m'expliquer ce scénario-là pour qu'on puisse comprendre un peu nos ancêtres. So, as you are developing your delivery, your answer, Mobali Makasi would like you to maybe close your eyes for a few seconds and try to imagine that you are that ancestor who's about to die. Few seconds later, you're gonna be so you, Wavinya Makai, you are the ancestor, and you're about to die, and you see your children who are there, that they are going to survive, and then you see that those children, you are hoping that they will seek revenge for all the wrong that was done to you. But guess what? Those kids of yours who are supposed to use revenge, they dance on TikTok, they sit behind a TV screen and they watch the football and all sorts of things. And they even forget about you. So, so as you answer, just keep in mind this image that Mobali painted about you. Wow, yeah, I like that question and I really understand it because that is where we are in reality as Africans. You find that the current generation is very detached from what happened in the 40s, in the 50s, the 60s, whereby a lot of Africans really fought for independence. And this, I will continuously say, it goes back to our mentally colonized minds. And we have one of the greatest thinkers who was also a political figure during the liberation struggle, and he had his book forwarded by Kwame Nkrumah. He said the colonial education is creating a people who will not be what our ancestors fought for and what they need to do. That's why we need, as a people, to continuously create consciousness in the world, especially here in Africa, and let people understand the teachings of Frank Fanon that each generation must, out of relative obscurity, discover their mission, either fulfill it or betray it. The ancestors discovered their missions during slave trade. They fought very hard. At least now, slave trade is not that rampant. Yes, we know there's still slave trade that goes in the capitalistic world, but they tried to ensure that we are not just captured anytime, any moment. Other ancestors came, they fought for independence during colonization. So they gave their lives, they gave their youthful to fight for the struggle.
So as a generation, we also need to be there so that we can be the ancestors our descendants are going to be thankful of. But currently, we are very disconnected because we don't have strategic autonomy as a continent. We don't speak to each other. People think what is happening in Kenya or South Africa or Nigeria or Burkina Faso or whichever country is for those people. No, we need to start interpenetrating each other and know we are fighting the same enemy as a people. Beautiful, beautiful, beautiful. Frère Mobali Makassi, j'aime beaucoup ta question. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je peux te dire que ta question, elle est formidable parce que on vit dans un moment où on est dans une génération qui est, elle dit, a generation that is detached from history. Donc en fait, on vit dans un moment où on a une génération en fait qui n'en a rien à battre en fait de l'histoire. Et donc du coup, les gens ne se rappellent plus les combats qui ont été menés dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60. Donc elle dit, c'est parce que vous avez justement un mental qui a été colonisé. Alors du coup, on a une éducation coloniale, justement, qui ne vous guide pas dans la bonne direction. Et elle dit que ce qui est important, c'est qu'on doit créer une conscience. Et c'est cette conscience-là, justement, qui pourra nous amener à nous libérer. Et elle a cité Frantz Fanon, c'est une citation que tout le monde connaît, où elle dit que toutes les générations ont un travail ou une mission à faire et que vous devez vous battre pour cette mission-là, parce que si vous ne le faites pas, ben, ça va pas le faire, parce qu'il y a les ancêtres qui se sont battus lorsqu'il y avait la problématique de l'esclavage. Eh bien, il y a eu une résistance, il y a eu des bagarres, il y a eu tout cela, justement, pour que je comprends qu'il y a encore des endroits sur la planète où il y a de l'esclavage, mais en tout cas, ce n'est plus comme ce qu'on voyait à l'époque où n'importe qui pouvait arriver à n'importe quel moment, vous attraper, vous mettre dans des cales de bateau et vous vendre. Et puis, il y a eu les ancêtres qui se sont battus au niveau de l'indépendance. Donc, à chaque moment de l'histoire, ceux qui étaient présents à ce moment-là ben, se sont battus, se sont mis debout contre ce qu'ils étaient en train de vivre. Donc, du coup, moi, je dis simplement que on est ici justement par rapport à une mission que l'on doit accomplir. Elle dit que malheureusement, on est déconnecté. Donc, on ne se parle pas entre nous. Donc, elle dit que we've got no strategic autonomy. Donc, on n'a pas une autonomie stratégique. Donc, du coup, il se passe des choses au Nigeria, il se passe des choses au Burkina Faso, il se passe des choses en Afrique du Sud. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on puisse se parler entre nous parce que tant qu'on ne comprend pas qu'on a le même ennemi, elle parle de same enemy, tant qu'on ne comprend pas qu'on a le même ennemi, eh bien, on ne pourra pas s'en sortir. Oui, mais ma question, elle reste encore là. C'est qu'est-ce qu'il faut aux Africains pour avoir cet électrochoc et se dire, cette fois-ci, trop c'est trop. Je veux dire, est-ce que les Africains sont tellement habitués à voir leurs semblables morts, assassinés, que ça ne leur touche plus? Qu'est-ce qu'il faut en fait? Parce que les marches, on a essayé, ça n'a pas marché. L'intégration, on a essayé, ça n'a pas marché. Je veux dire, on a tout fait, ça n'a pas marché. Donc là qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on puisse se lever? Parce que les guerres, il y a en Afrique, mais ça ne les intéresse pas, les Africains. Des problèmes sur le plan géopolitique, les vaccins, les maladies, tout ça. Alors en fait, il y a de quoi faire. On ne veut pas faire. Bon, on va me dire qu'il faut qu'on se parle, mais on n'a jamais été autant connectés qu'aujourd'hui. Grâce à Internet, Internet était censé être un outil pour les Africains pour nous aider à faire cette révolution. Sauf l'Internet est devenu un outil encore pour nous distraire encore plus. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut en fait? C'est ça que je veux poser comme question à la sœur. So my question is still standing because, we are so accustomed to or familiar with our people being killed. We see our brothers and sisters being brutalized, mistreated, and we no longer react to this. So we tried everything. We tried marching, we tried integrating, we tried all those things. But the question that I asked you initially is, what is still missing to make us click, to make us connect, so that we can, start to fight the good fight? Because we are receiving all those things and nobody is reacting. Because even, guess what?
I really believe that we are even more connected today than we were in the past. But guess what? Those tools, Mobali Makazi is alluding to, I guess, the internet or all those social media, we don't use them to fight. We are using them for destruction. Therefore, those tools are we are using them to destroy ourselves. So the question is, what is it still that we need to get or to suffer so that we can finally start to wake up and fight the good fight? Et je voulais juste rajouter, parce que nous, on nous a dit que c'était l'éducation qui manquait aux Noirs. Les Garvey pensaient que l'éducation, qu'il fallait qu'on s'éduque, il fallait qu'on lise, il fallait qu'on soit habillé comme les locodermes, il fallait qu'on soit présentable. Tout cela, on l'a fait. Ça ne nous a pas aidés. Les Africains sont encore beaucoup plus instruits que Garvey. Les Africains d'aujourd'hui connaissent beaucoup plus le monde tel qu'il est dans son histoire que la plupart des personnes que nous célébrons, telles que les Thomas Sankara et consorts. Nous en savons beaucoup plus. Mais ça ne nous a pas fait de nous des révolutionnaires. Donc l'éducation, finalement, ça nous rend beaucoup plus idiots. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Rajoute encore ça dans ce que j'ai dit déjà. So, as you're preparing to answer, I will add one more layer, which is that I think we are even more educated because we've got access to education, to all those tools more than our ancestors, but we don't seem to use it as efficiently as our ancestors. So I believe that we are better educated, yes, and then we are even better connected. But still, there's some ingredient lacking. So as you are developing your answer, please keep that in mind. Ouais, précise bien que quand j'ai parlé d'éducation, parce qu'on nous avait dit que c'était la clé. On nous avait dit qu'il fallait qu'on soit éduqués. Nos parents nous ont mis à l'école en pensant que ça allait faire de nous des révolutionnaires. Sauf que ça n'a pas marché. Donc l'éducation, du coup, ce n'est pas la clé. Donc, and Mobadi add even one more layer to this. He says that our elders kept saying to us, or used to tell us, that we need to be educated. We need to go to school because when we get to school, we'll have our eyes open to this reality of this world. But it seems that even that advice was not a good one because, yes, we went to university. Yes, we went to education, but for what? I actually understand and I agree, especially with education. Here in Kenya, we are currently saying they wasted our time by telling us to go to school, only to realize in chasing illusion, we've realized that they were distracting us from the real work that we were supposed to do as a people. And also with education system, you find that it is very colonial in nature. And with it, it has taken the warrior spirit away from us. Say that again, sister. Sister, say that again. Say Pardon? that again. Could you say that again? Yes, I'm saying the education system is taking us away from who we are as a people because it is teaching us other people's religion more. Like here in Kenya, you find Christianity is a subject that every child is introduced to in school at 4 years. No African spirituality. Actually, here people are taught that African spirituality is demonic. So if we are still teaching our children the history that our parents got, then what are we doing to the society? We are taking away the warrior spirit, which Ali Mazrui wrote about in his book, African Conditionality. And then the colonial library creates an intellectual class that is far detached from the realities on the ground. That's why you find that the economy is not speaking to the university. That's why you find the good leaders are considered being the bad leaders, yet the bad leaders are considered being good leaders according to the Western world standards. But what are we as Africans? Where is our warrior spirit? That is one thing that we need to connect with. And I love the first question that was asking, what is taking us this long to acquire, until when? When you look at the continent right now, a lot of Africans have been educated,
they have degrees, but a lot of them are complaining about jobs. There are no jobs in so many of our African countries because democracy and development are not working the way they're supposed to work. Whatever we are calling development here is dependency. We are depending on foreign actors. They come here, they give us loans, they take the mineral away. And a lot of Africans know about it. So the thing that we're supposed to do as a society, as a people, as thinkers, is to awaken the warrior spirit of Africans and to let them know their everyday inequality is tied to the bad leader that we have in the country. It is tied to the bad development agendas we have as a continent, and it's also tied to us not uniting because we are all facing the same enemy. I'll keep on repeating that. All African countries are facing the same enemy, but we've let propaganda take away this conversation, showing that Africans are just lazy people, inferior thinkers. No, as a people, we have to rise. Those who have the privilege of education, use your education to produce knowledge and solve societal problem. These are the only ways that we will be able to rise as a people. Beautiful, beautiful. Oui, frère Mobali Makasi, tu vois, ici au Kenya, on se dit simplement que l'éducation, c'est quelque chose qui nous a eu, et donc c'est en fait un système où en fait on est dans l'illusion. Elle parle de chasing illusions. Donc en fait, on passe notre temps quand on va à l'école, justement ici au Kenya, on dit que aller à l'école en fait, c'est en fait rêver en fait. Donc du coup, c'est un système qui t'entraîne à la destruction. Elle dit pourquoi? Parce que au départ déjà, c'est une éducation qui est coloniale. Parce que faut bien se dire que ici, dès l'âge de 4 ans au Kenya, on introduit le christianisme. Et donc, on introduit le christianisme. Et le revers de cela, c'est que on dit que la spiritualité africaine, c'est quelque chose de démoniaque. Donc, du coup, lorsque on vous présente votre spiritualité comme le diable, comme le démon, ça veut dire que votre esprit de guerrier est en fait tué dans l'œuf. Donc, elle parle de « the warrior spirit is killed ». Et donc, lorsque votre esprit de guerrier est tué dans l'œuf, donc du coup, vous êtes perdu, parce que quand Ali Mazroui parlait dans son bouquin The African Conditionality, il parlait justement de cette situation où tu te poses des questions par rapport à ta réalité et tu apportes des solutions à cela. Donc, malheureusement, on vit dans un système où ceux qui sont les élites, justement, ils sont tellement détachés de la masse, de la population, que ils ne font pas le bon travail. Et surtout, il ne faut pas oublier que ces mêmes leaders qui sont des pantins, l'Occident ou l'extérieur va dire que they are the good leaders, que ce sont des bons leaders, alors qu'ils ne font pas un travail pour nous, parce que justement, même en eux, l'esprit du guerrier n'existe plus. Et donc, elle continue en disant que on voit que même l'éducation, quand elle est donnée ici, ben, il n'y a pas de travail. Donc, du coup, rien ne va. On parle de démocratie, mais cette démocratie ne fonctionne pas non plus. Mais par contre, ce qui fonctionne bien ici, c'est la dépendance. Et justement, une dépendance par rapport au monde extérieur. Justement parce que tant que cet esprit de guerrier n'est pas réveillé, ben, on ne va pas y arriver. Parce qu'on suit des faux problèmes. Elle parle de bad agendas, bad leaders. Donc, on a les faux problèmes, on a les faux leaders. Et tout cela, tant qu'on n'a pas compris que on a le même ennemi. We've got the same enemy. Arrêtons de croire à ces propagandes comme quoi the African is lazy, que l'Africain est fainéant. Non. On a besoin de se lever, on a besoin de nous éduquer pour avoir les solutions à nos problèmes. Oui, mais j'entends ce que dit la sœur. Moi, le discours que j'ai entendu au départ, c'était nous sommes aliénés. Non, d'abord, le truc que nos parents nous ont dit, c'est les enfants, allez à l'école. Si vous ne voulez pas souffrir dans ce monde de l'œcoderme, allez à l'école. Faites des études. Nous avons fait des études. Nous sommes rentrés dans des organisations, dans les administrations des leucodermes, mais notre situation, au final, n'a pas changé. Même en travaillant avec eux,
euh, les locataires nous font comprendre notre statut. Même quand on est riche, hein, même quand on est milliardaire, millionnaire, tout ce que tu veux, en fait, on nous fait comprendre notre place. Et des fois, ils nous donnent le pognon, et quand c'est le moment de le retirer, ben, ils le retirent pour bien te faire comprendre que tu es riche, mais c'est moi le boss. C'est moi qui t'ai permis ça, et j'arrête ça quand je le décide. Bon, donc finalement, cette histoire d'éducation, c'était un leurre. On nous a dit en plus, mais c'est l'économie. L'Afrique, elle doit s'en sortir, il faut faire de l'économie. On s'aperçoit que même en faisant l'économie, là, c'est pas du tout du bon. C'est pas ça c'est pas la révolution, elle va pas venir de l'économie. Parce qu'on voit bien que l'Afrique, elle fait du business. L'Afrique, elle fait du business. Il y a des millionnaires, il y a des milliardaires en CFA en Afrique. Et alors, ça a changé quelque chose? Vous les avez entendus financer tel gouvernement par rapport à ce qui se passe, par exemple, au Mali. Ils financent pour faire des dons, donner à l'armée malienne. Non, ils s'en fichent. Ils n'ont pas l'esprit révolutionnaire. Donc, l'économie, ça ne résout pas. Ensuite, moi, on m'a dit non, c'est le kémétisme. Parce que, en fait, comme on est aliéné, une fois qu'on est rentré dans la tradition africaine, on redevient nous-mêmes. Et ma soeur, désolé de te le dire, hein, même ça ne change rien. Au contraire, les plus gros lâches, c'est là-dedans que tu vas les trouver. Parce que, en fait, eux, ils étaient censés prendre la relève. Maintenant qu'ils savent, maintenant qu'ils sont au courant de Cheikh Anta Diop, maintenant qu'ils sont au courant de France Fanon, maintenant qu'ils ont lu tout ça là, maintenant qu'ils en savent plus sur l'Égypte, va leur parler de la révolution. D'ailleurs, combien d'entre eux sont révolutionnaires? Non? Ça fait des débats sur les dynasties, ça fait des débats sur Isis, Osiris, les Médounétaires. Voilà, les Égyptiens étaient noirs, et puis on patauge dans le caca là, et le temps passe, et puis rien du tout. Donc, l'économie, ça ne fait pas de nous des révolutionnaires. L'éducation, ça ne fait pas de nous des révolutionnaires. Le kémétisme et la tradition et les ancêtres, ça ne fait pas de nous des révolutionnaires. Donc, qu'est-ce qui va permettre? C'est ça, moi, je reviens encore à la même question. Les morts en cascade en Afrique, ça ne fait pas des révolutionnaires. La chicotte, la colonisation, ce qui se passe au Mali, tout cela, ça ne fait pas de nous toujours des révolutionnaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des extraterrestres qui vont venir pour qu'on soit des révolutionnaires. Quel est l'élément pour qu'on soit des révolutionnaires? Parce que des livres, il y en a. Nos ancêtres ont théorisé plein de livres que les Africains ne veulent pas lire, hein, de toutes les façons. Ils ne veulent pas les lire. Mais tous les plans de ce qu'on a à faire et comment on va le faire, ça a été déjà écrit. C'est disponible dans les livres. Donc, le chemin qu'on doit prendre, il est déjà tracé. Mais les décisions, on n'arrive pas à les prendre. Et qu'est-ce qui manque pour pouvoir prendre les décisions? C'est ça mon point. Est-ce que nous sommes condamnés? Ma soeur, tu peux y aller. Frère, tu peux y aller. So Wavinya Makai keeps coming back to the same question. He said that yes, that question is still standing, unfortunately, because education was used as a bait. Our elders telling us to study, to go to school, to get an education, but we see that education did not work. And then some people said, well, if we need to develop, we need to do economy. But we see that there's business being conducted to this day as we speak. Africa is trading, but we see that we even have African billionaires. Have you heard of those billionaires being revolutionary? Have you seen those billionaires getting all those financial resources together and say, we are going to put that money for revolution? No, it didn't work. And then some people even believe in Kemetism, but, speaking of spirituality, about the ancestors, talking about Egyptology, but I believe that this is even where you find the largest number of cowards, because you don't see in those people, practicing Kemetism, that warrior spirit that you are referring to. So the question still stands, which is, what else do we need to suffer so that we can wake up? Because we try debt, because people have put us into debt, people have brutalized us. Does it mean that we have to wait for some extraterrestrial life so that we could be saved? Because even books, a lot of books have already been written, and those books contain the solution, but it seems that we lack the will to make the decision to go forward. So my question still stands, what else do we need to suffer so that we wake up? Yeah, I totally understand the question. And I think when we look at the current generation, I think because a lot of us are being educated into despair, there's a mini revolution happening across the continent. We've seen it in Kenya. Here in Kenya, every 2 weeks, the youths are on the streets.
every 2 weeks they're strategizing what next because they want to get out of the neo-colonialism. We are also seeing Nigerians are rising. We are seeing countries like Burkina Faso being sovereign and having Mali and Niger joining them and showing the rest of Africans this is how we can live. We are seeing Botswana under the stewardship of Duma Boko. We are seeing they're rising and saying they're revolutionaries. So I can say people are now sort of waking up. We are seeing a lot of Africans being spiritual, going back as what Amilcar Brawl told us and fetch what we had forgotten. So we are seeing that. So I think people are being pushed into poverty so much because there's a lot of growing number of poverty amongst the Gen Z population in the continent. Of course, the millennials are the most struggling educated generation, but we are seeing that push making people start asking harder questions. And the conversation is going on, but I know it will get to a point when the people will not be able to afford anything that they will rise. But I think people are rising currently as you look at the events that are happening in the continent. Look at South Africa, they're rising in the wrong way, but the problem is the same. Neocolonialism has taken over development. We are seeing Congolese asking the right questions about even Ebola itself. In the past, we didn't see Congolese rebelling against Ebola. We are seeing Tanzanians going on the streets. They were rebelling 3 days ago, last week. So we are seeing a growing number of Africans who've been pushed to the edge because of poverty, because of being educated into despair. So I think also as a people, we need to continuously rise and challenge this education system that is taking away our autonomy in terms of sovereignty, that is taking away our spirituality. Who are we worshiping as a people? And why are we worshiping what we are worshiping? It is taking away our power, the economic power. Why are we still living in extractive model system? It's taking our ignorance away because you're seeing Africans increasingly reading the works of Frank Fanon, reading the works of Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, and the rest. So I feel like the ancestors are really speaking through many of us, and the work has started. Frère Wavinya Makai, moi je dirais que le travail a commencé. Alors par exemple, si tu vois le cas du Kenya, à l'heure où je te parle, on a une génération qui en ce moment, tu sais, tellement dans le négativisme, tellement dans les souffrances que on a la jeunesse qui est dans les rues. Il n'y a pas 2-3 jours qui passent sans qu'au Kenya, les choses bougent. Parce que les gens sont fatigués de cette situation, les gens sont fatigués de ce statu quo. Donc du coup, les choses bougent. Et ça ne se fait pas qu'au Kenya, ça se fait un petit peu partout parce qu'on voit les gens qui se réveillent, les gens qui se mettent debout, les gens qui sortent. Parce que, comme pour utiliser la parole de Cabral, c'est que voilà, les gens doivent sortir pour aller rechercher ceux qu'ils avaient oubliés. Donc du coup, elle dit que on voit de plus en plus qu'il y a les gens qui vont se réveiller, les gens qui se réveillent et qui posent les questions difficiles. Parce que tu vois le cas de l'Afrique du Sud, bon évidemment, ils font pas le bon combat, mais ils sont en révolte justement et ils n'utilisent pas la bonne technique, mais en fait c'est toujours par rapport à la même situation, en fait situation économique, politique, sociale qui est en fait difficile. On voit la même chose au Congo où les gens posent des questions par rapport à la maladie Ebola. Donc on se rend compte même en Tanzanie qu'il y a ces masses de gens qui se mettent debout et qui sortent parce que justement il y a un malaise et les gens commencent à se réveiller. Les gens se réveillent parce que les gens n'ont pas le choix, parce que on vous pousse vers des problèmes de pauvreté et que justement au bout du rouleau, elle parle qu'il faut se réveiller, il faut prendre les défis en main, il faut challenger l'éducation parce que cette éducation, justement, elle nous
Elle nous éloigne de la spiritualité, elle nous éloigne de la souveraineté économique, elle nous éloigne de toutes les choses dont on a besoin pour avancer. Donc elle dit que quelque part, elle pense que vraiment les gens commencent à écouter les ancêtres. Les gens commencent à écouter les Frantz Fanon. Les gens commencent à écouter les Marcus Garvey. Les gens commencent à écouter Nkrumah et que donc, finalement, les choses se font petit à petit. Les choses se font petit à petit. OK? L'oiseau fait son nid. Alors, on va patienter encore un peu. Mais ma sœur, aide-moi à comprendre. Dans les années 50, si ma mémoire est bonne, dans les années 50, les années 60, l'indice économique de certains pays africains était égal, voire supérieur à des pays tels que à des endroits tels que Singapour, la Chine, d'autres pays en Asie. Mais entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'Afrique a régressé et ces pays dont on avait à peu près le même indice économique ou des fois même supérieur, ces pays nous ont tous surpassés. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Africains? Qu'est-ce que nous avons loupé et que les pays asiatiques ont compris tout de suite? So, if we see, for example, and I'm referring to the 1950s, it says that when you look at the development indexes of many countries in Asia, Wavinya Makai talked about Singapore, he talked about China. He says that in those years of the 1950s, it was said that those indexes were similar, or sometimes Africa was superior or more developed than those countries. What is it that happened that those Asian countries understood, which led to them developing economically? And what is it that we missed? When you look at the case for Singapore, you will find that Lee Kuan, the president who led Singapore for 30 years, he ensured that they had organized leverage, they had strategic autonomy, they ensured that they worked for the people. One of the greatest things that Lee Kuan was able to curb was corruption. Having internal politicians eating from the public coffers. He even had his friend who was involved in corruption killing himself because he knew the state was going to go after him because he had taken bribes. And from then, the Singaporeans realized this is business. Let us work to build our own country to live in dignity. And so Lee Kuan was very enforceful when it came to how he led the country. When it comes to China, for example, Chinese had to build their institutions. They ensured that they coordinated in terms of investment, infrastructure, and they had industrial policy. But more than that, they also ensured that their military capability could defend them from the enemy because the world has always been in chaos, national interests rising against other national interests, and we've seen it creating security dilemma. But for China, they decided to defend themselves and also follow their national interest. Look at an African country, for example, any African country. When you ask them what is their national interests, they will always cite it or let it lean towards a foreign interest. You will find ministers, because we've been in these conferences, you will find a minister saying they want to say what World Bank says about the future of education. And you wonder, can we not think as a people? So China and Singapore ensured their strategic autonomy is not overridden by foreign policy. So as Africans, we also need to know that we need to safeguard our national or continental interests so that we are able to create an ecosystem whereby the African youth and population is able to thrive, is able to secure dignity.
dignity in economy, dignity in education, an education system that teaches us about us. Likuan, China, they've done so well in matters education. People know who they are first before knowing other people. When it comes to religion, also we've seen China ensuring that people first worship what China believes in as compared to foreign entities. So as Africans, we need to delink from spiritual entanglement that we were taught as children. As Africans, we need to call for political autonomy so that we can have sovereignty. For Africans, we need to call for intellectual liberation so that we can tell our stories, read our own history, read our own philosophers. You find in our schools, we're not even introduced to thinkers like Claude Ake, who is a good economist. We are not introduced as economist students. You will find a lot of African countries, because I have been in conferences where we have the top economists. You find that they don't understand what happened to the new international economic order of 1971 that was given to us by our ancestors. Yet the United Nations decided to resist that economic order. So if we don't understand our history, then we will not be able to understand our present and cure our future. So let us be present, let us rebel ignorance, and let us have leaders who will ensure that we all live in dignity, and leaders who understand national interests, foreign policy, and international relations and diplomacy, and what they truly mean to us as Africans. Beautiful. Alors, puisque tu me parles de Singapour, tu me parles de la Chine, justement, je vais te donner quelques éléments par rapport à ces pays-là. Tu prends le cas, par exemple, d'un leader comme Lee Kuan, tu dis que voilà, par rapport à Singapour, eh ben, elle parle souvent de organized leverage. Donc, en fait, que tu as un levier que tu utilises de manière organisée. En fait, si on prend le cas de Singapour, eh bien, c'était un pays qui s'était vraiment battu pour avoir une autonomie de manière stratégique. C'est en fait un pays où le leader du pays, justement, travaillait pour les intérêts du pays. Et ils avaient des politiciens internes, justement, qui travaillaient dans ce sens-là et se sont vraiment assurés pour que tout ce qu'ils faisaient, leur éducation, leur religion, tout ce qu'ils faisaient, c'était en gros fait dans le cadre de bâtir le pays. Et si tu vois le cas de la Chine, c'est exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que la Chine a mis en place des institutions qui allaient dans le sens des intérêts de la nation. Donc, ils ont coordonné les investissements, ils ont coordonné leur politique industrielle qui allait dans le même sens. Justement, ils ont également fait quelque chose de fantastique, c'est qu'ils ont organisé leurs forces militaires pour pouvoir défendre le pays contre l'extérieur. Donc, du coup, ils ont mis au point un système de sécurité et ils ont dit que eux, ils allaient se défendre eux-mêmes. Et en plus de ça, ils ont également fait que les Chinois, justement, elle dit to worship what they believe in. Donc, c'est-à-dire que le Chinois lambda, justement, il doit justement s'accorder à des valeurs de la Chine plutôt que des valeurs externes. Mais si tu regardes maintenant en contraste les pays africains, tu verras qu'il n'y a aucun pays africain qui va être basé selon le modèle de Singapour ou de l'Afrique, parce qu'elle dit qu'elle va dans plusieurs conférences, elle va toujours se rendre compte que dans ces conférences où elle va tout le temps, les Africains vont toujours citer, non pas l'intérêt de l'Afrique en premier, mais elles vont citer ce que la Banque mondiale leur dit de faire, ce que l'IMF, ce que le Fonds monétaire international leur demande de faire. Donc, du coup, c'est toujours des politiques externes et donc extérieures qui sont utilisées par les Africains. Donc, elle dit qu'il n'y a pas d'intérêt national. Donc, en fait, elle dit que l'Afrique doit construire un écosystème dans lequel l'Africain peut thrive, dans lequel l'Africain peut exceller, peut grandir. Donc, du coup, il faut que ce système soit mis au point justement pour que l'Africain puisse protéger son éducation,
protéger son économie, parce que c'est cela dont on a besoin. On a besoin de rechercher cette souveraineté que l'Africain devrait avoir, parce que on doit mettre au point un système dans lequel les Africains lisent leur histoire, lisent leurs philosophes, lisent leurs économistes, parce qu'il y avait un décret en 1971 qui avait été établi, mais on se rend compte que l'UN, donc les Nations Unies, justement, s'était battu contre ça. Donc, en fait, en gros, elle est en train de dire que nous devons vraiment faire en sorte que nous mettions au point un système dans lequel notre avenir, notre futur, ça bénéficie à nous. On doit se rebeller contre l'ignorance. On doit se battre pour la dignité. On doit se battre pour les intérêts de la nation. Donc, elle parle de national interest. Parce que il faut que l'Africain puisse comprendre ces éléments. L'Africain doit comprendre la diplomatie. Et c'est donc, en gros, ce dont elle parlait. Est-ce que l'Afrique peut être une puissance dans le modèle capitaliste? Parce qu'en vérité, ce modèle a été mis en place pour qu'il y ait des gens qui puissent s'enrichir sur le dos des autres. Mais quand je dis le dos des autres, c'est le dos des Africains en particulier. Donc, si l'Afrique, elle devient une puissance, ben, elle devra marcher sur quelqu'un d'autre. Donc, qui sera le nègre de l'Afrique si l'Afrique elle est puissante via le capitalisme? Il faudra son nègre. Donc, ça sera qui son nègre? Qui va se laisser faire pour devenir le nègre de l'Afrique? So, since we live in a system that is set up in such a way that others get richer by stamping or by standing on the neck of Africa, do you believe that there's room for Africa to develop in such a way that it becomes economically powerful in this capitalist system? Because I'm one of those who believes that if Africa should rise one day to become a powerful system, it means that somewhere Africa should be standing on the neck of someone else. So Mobali Makasi says that if others are standing on Africa to develop and grow, who is Africa going to stand on so that he can also aspire to become economically powerful? I don't know if you understand my question. Je vais être très clair pour éviter la langue de bois. Si l'Afrique, elle veut être puissante, elle doit avoir des voies commerciales. En tout cas, elle devrait avoir le monopole de ces voies commerciales. Mais certains pays ne vont pas le laisser faire. Ne vont pas le laisser faire parce qu'ils ont été financés et ces routes commerciales, ça les arrange bien que ça soit aux mains des locaux-d'hermes. Donc là, pour te parler du golfe d'Aden, pour te parler de la mer Rouge, pour te parler de la Méditerranée, ça arrange beaucoup de pays que les locaux-d'hermes passent, financent tout cela, et ça les arrange très bien en fait. Mais si l'Afrique, elle veut être puissante, elle ne peut pas laisser ses routes commerciales comme ça, là, et ne pas avoir le contrôle. Donc ça voudrait dire qu'il faudra faire la guerre aux pays qui ne vont pas s'aligner dans l'impérialisme africain. Moi, il faut parler clairement. Donc, ce que je veux dire, c'est que si l'Afrique, elle veut être puissante, il y aura beaucoup de sang. Donc, est-ce que l'Afrique est prête à être puissante? Est-ce qu'il faudra un autre système qui n'est pas le capitalisme? Et si c'est un autre système, ça serait lequel? Parce que si c'est le capitalisme, il faudra la chicotte. So Mobali Makasi is basically summarizing this by saying that is there a room for Africa to develop economically so it becomes powerful, or is there a need for another system to be created so that Africa could rise? Because at this moment in time, the system was set up in such a way that there's a monopoly controlled and held by others, so much so that access to certain routes, especially commercial routes, are managed and controlled by others who want to make sure that it remains as it is. For example, access to the sea, access to the Red Sea, access to the Mediterranean Sea. So all those routes are set up in such a way that they dominate it and they control it, and they would not give up the priorities that they get. So which means that there's a system of control that is set up there.
which means that if Africa has to stop that monopoly, it means that there's a need for war. It means that there's a need for blood to be shed. Is it something that you think Africa could get into, or do you think that maybe there's a need to build a new system? First of all, we need to know that the system, as Mobali has spoken about, capitalism, is an ideology that underdevelops one part of the world while it develops the other part of the world. The statistics are there, the evidence is there. We see the foreign entities working together with our local politicians to extract. So capitalism, which has been shown to have started in 1492, is it in itself an extractive system. So it is something that as Africans we should not adopt. Africans, we can have our own thinkers come together and analyze what about Ubuntu. Can Ubuntu work for Africans? Because Ubuntu means I am because we are. We are because all of us we are. So Ubuntu is about the communities. And Africans are very much embedded to their communities. And Ubuntu being community oriented, I feel from the research that I've been conducting, reading African thinkers, the Pan-Africanists, the ancestors and contemporary, we are finding that Ubuntu is something, if well cultivated, if well taught to other Africans, it will be a good model. The problem we are currently facing is ignorance. A lot of African leaders and Africans themselves, we are ignorant of what is going on. When we are told a methodology which is from foreign or a framework that is foreign will help us grow, it never does. Look, we had millennial development goals. Then came 2015, they changed the names to sustainable development goals, and they will keep on changing and introducing new frameworks until as Africans we realize we need to have a workable system that is ours, not borrowed, not introduced to us, not part of the bigger capitalistic game. Capitalism brought slavery, then colonization, then Cold War. Now we are having massive extractive economies in the continent, whereby the rest of the people are suffering. So, as Africans, let us do what Amilcar Cabral told us. The intellectuals must unite in the naveries and arteries of its people. So, that's my call when it comes to Ubuntu. And I believe if we sit down and see the benefits of Ubuntu, which is communal, which does not make us individual. Capitalism is about individuals making a lot of money than the rest of the people. Why? Yet we don't live in a scarce environment. This environment of ours is abundant. So as Africans, we need to get out of the factor-based economy that is producing raw material and move into knowledge. And we can only do that if we have an ideology, which is Pan-Africanism, and a system, which is Ubuntu. That is my submission on that. Oui, frère Mobali Makassi, tu sais, lorsqu'on parle du capitalisme, il faut que tu te rendes compte que le capitalisme, c'est toujours en fait, il y a une face et une autre face. C'est-à-dire que dans le capitalisme, tu auras toujours un côté qui va se développer aux dépens de l'autre qui va être sous-développé. Donc si tu regardes bien, tu verras ceux qui ont créé ce capitalisme, ben, eux se sont enrichis aux dépens des autres, justement, qui continuent à être appauvris constamment. Et justement, c'est un système, justement, où ceux qui sont en bas, ben, eux, c'est chez eux qu'on va extraire, qu'on va pomper et prendre, parce que ce capitalisme qui commence en 1492, justement, c'est un système
qu'on n'aurait jamais dû accepter, qu'on n'aurait jamais dû suivre, parce que c'est un système qui n'est pas pour nous, parce que nous, justement, on doit fonctionner autrement. Et elle préconise le système Ubuntu, où en fait je suis parce que nous sommes, parce qu'elle dit que l'Africain, naturellement, c'est quelqu'un qui n'est pas individuel comme dans le capitalisme, c'est quelqu'un qui voit les choses pour le bien de la communauté. Donc, elle dit que ça, c'est le système qui devait être déployé, parce que s'il est déployé, parce que nous, justement, on doit aussi arrêter d'être ignorant de ce qui se passe autour de nous. Parce que si on prenait un système comme ce système communautaire, justement, ça permettrait qu'on puisse exceller. Elle dit, mais malheureusement, on est ignorant et surtout, on est toujours là à accepter des chansons, des plans que les autres mettent au point et continuent de changer constamment. Il y avait, si vous vous souvenez, dans les années 2000, il y avait pour le millénium, il y avait un agenda qui avait été mis au point. Et puis en 2015, on revient encore avec des objectifs qu'on appelle Sustainability Goals. Donc on met à chaque fois une nouvelle danse, on invente, on change, alors que ça ne nous bénéficie pas. Elle dit que nous, justement, on doit arrêter d'emprunter les systèmes externes et plutôt se focaliser sur notre système. Parce que n'oubliez pas que le capitalisme, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à l'esclavage. Après l'esclavage, qu'est-ce qu'on a eu? La colonisation. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la guerre froide. Donc, ça continue toujours comme ça parce qu'il y a un petit bout d'êtres humains qui, eux, bénéficient de tout pendant que tout le monde souffre. Donc, elle dit qu'il faut suivre ce que Cabral disait, qu'il faut en fait un système qui sert le peuple. Et donc, du coup, moi, je vois Ubuntu comme quelque chose où on va se diriger vers la connaissance. Elle dit parce que le capitalisme, au final, c'est individuel. Alors moi j'entends ce discours, hein. C'est très génial. C'est très beau quand on entend ça. C'est très beau quand on entend ça. Mais dehors, le monde, il est violent, ma sœur. Donc moi, quand tu me dis tu veux faire un système Ubuntu, comment nous allons être compétitifs par rapport aux autres nations sur le plan des technologies? Parce que si on veut être une puissance, il faut bien qu'au niveau des technologies, qu'on fasse des choses. Bon, sur le plan militaire, je suppose qu'il nous faudra des armes, et en l'occurrence, moi, je suis pour le nucléaire. Ça voudrait dire des essais, ça voudrait dire de la pollution, parce que il faut tester. Je veux dire, tu sais bien comment ça marche. Donc, dans ton système Ubuntu, comment tu le fais sans détruire la nature? Comment nous allons faire pour interagir avec les autres peuples qui ne sont pas dans le Ubuntu et qui vont nous chercher des problèmes parce qu'ils vont voir en nous une faiblesse? Comment on va faire pour interagir avec eux? Comment nous, avec ton système Ubuntu, nous allons pouvoir divulguer notre soft power? Oui, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, qu'on puisse partager notre culture avec les autres. Mais si on veut la partager on veut partager notre culture, il faudrait aussi qu'on la dilue. Je donne un exemple. Le cinéma chinois, pour pouvoir être accepté mondialement, ils ont dû mettre les codes du cinéma américain, parce que c'est eux qui ont le monopole. Les gens comme Jackie Chan étaient obligés de venir à Hollywood tourner quelques films pour avoir un aura beaucoup plus grand. Donc, c'est-à-dire que même nous, en faisant notre truc, comme tu le dis, le système Ubuntu, à un moment donné, pour pouvoir s'élargir, on devra le faire, puisque la Chine même l'a fait. Les autres puissances le font. Donc, comment tu vois l'Afrique être puissante en dehors du capitalisme, en ayant un système tout à fait à part que toi tu appelles Ubuntu, mais pas sans dealer avec les autres et sans polluer? Comment tu arrives à faire ça? Comment on va s'industrialiser sans aucune pollution, sans la destruction de la nature? Comment on va le faire? Essaie un peu de m'expliquer. Sois beaucoup plus concrète, comme ça je comprends mieux ce que tu veux dire. So a little challenge from Brother Wavinya Makai here for you. Is pushing you against the ropes here, so that you can better explain your point of view. He says that he hears you. He says, "I hear you, but there's a world that is violent out there. So your take on Ubuntu might be a good thing, but Africans have to be competitive." For example, how do we organize militarily? It means that we will have to produce weapons.
it means that we will have to do nuclear tests. It means that we will interact with our environment in a form of pollution, for example. So, which means that we cannot be powerful if we are not ready to destroy those who stand between us and our liberation, because we also, so that's one end, and on the other hand we also have to use our soft power. For example, if you see China, when China decided that they had to use their soft power, and he used the image of Jackie Chan in the cinema. This is a Chinese actor. He had to go to Hollywood so that the Chinese message could now be seen globally. So it's another way to say that Africans would have to dilute their power or their ideology, because you cannot just become powerful. He didn't say it in that way, but basically he's saying that you cannot be powerful without breaking eggs. It means that some destruction have to take place either through the pollution or through wars and things of that nature. Because he says, could you please break it down, in simple terms? How can I be powerful without pollution? How can I industrialize myself without all those side effects or negative side effects that occur when you are trying to move forward? I actually, to some extent, agree with the question, because you find whatever Africans are facing right now is a matter of, I should I we am go hard? I am sorry to interrupt you. I forgot to ask this thing. He also said this: because we are going to practice Ubuntu and others do not practice Ubuntu, how are we going to impose our Ubuntu to them so that they function in our interest? This is important. Yes. Well, so when it comes to the philosophy of Ubuntu, first of all, we need to know that power is part of Ubuntu strategy, and power is the architecture of possibility. And in it, we need to have political power, economic power. Military power is very important because we are living in a very chaotic and also dynamic world whereby anytime you will find the US president kidnapping the president from Venezuela. So as Africans, we need to protect ourselves on that. This is what Kwame Nkrumah was preaching when he kept on telling us to unite. And in his unity, he did not show unity on economic terms alone and political terms. He said we needed to defend ourselves because the world out there is very strategically positioned, and they use hard power to control states that are considered non-allied. Ali Mazrui, also in his book African Conditionality, he told us as much as we're going to practice Ubuntu, which is an African framework for development, we should also know that we need to have strategic power so that we protect our sovereignty and deter any coercion from foreign entities. The world we're living in is not a peaceful world, it's a world whereby the muscle take advantage of those who don't practice deterrence. So it is important to practice deterrence so that we don't create a security dilemma for ourselves. For the longest time, we've seen Africans taking the subordinate position, but we also need to learn a lot from Iran. If Iran had not really practiced strategic power by protecting their sovereignty, I think Iran will be in ashes as we speak right now. We've seen what has been going on there. So, as Africans, as much as we are practicing Ubuntu, which is a source of soft power, we will also need strategic power to ensure that we protect ourselves. And a good example is what we are seeing in Burkina Faso. Burkina Faso is able to protect
themselves up to now, because we've seen attempted assassinations sent forth to the leader, but they've been able to protect themselves because they were able to acquire some deterrent so that they can avoid being coerced by the Western forces, which have continuously used hard power. So I think it's time also as a continent, when we are talking about Ubuntu, which is a form of soft power, we need also to speak about deterring ourselves from coercion and protecting our sovereignty, because soft power alone cannot work in this ecosystem that we're living, because capitalism is very violent and brutal. Absolutely. Donc, elle dit ceci, frère Mobali Makasi, que le pouvoir, justement, il fait partie de Ubuntu, même si Ubuntu englobe en gros un aspect de soft power. Elle dit que dans Ubuntu, il y a le pouvoir. Pourquoi? Parce que il faut absolument, et ça fait partie de Ubuntu. Dans Ubuntu, on a la puissance politique, on a le pouvoir économique, on a également le pouvoir militaire. Elle dit que nous vivons dans un monde qui est dynamique. Elle n'est pas en train de voir les bisounours. Elle se rend bien compte qu'on est dans un monde qui est méchant. On voit un monde qui n'est pas statique, mais un monde qui est dynamique. Pourquoi? Parce que on voit une superpuissance, soi-disant comme les États-Unis, qui vont jusqu'à dire que si ceux qui ne sont pas alignés font les têtes dures, eh bien, eux, ils viennent et ils vous kidnappent un président comme Maduro au Venezuela. Elle dit que il faut justement, et dans Ubuntu, il y a justement le volet de pouvoir se défendre nous-mêmes. Donc, elle dit que il faut vraiment la combinaison des deux, qui est le soft power et hard power. Et elle cite une fois de plus Ali Mazroui dans son livre, où elle dit que il faut vraiment que nous puissions utiliser notre puissance de manière stratégique pour que nous puissions faire deux choses. Un, se protéger nous-mêmes. Et deux, elle a parlé énormément de to deter, c'est-à-dire que tu as une puissance, en fait, tu montres tes muscles, tu les brandis pour dire à l'autre que si tu oses, ben, il va t'arriver ceci. Donc, justement, il faut qu'on se protège, mais en même temps, qu'on puisse aussi brandir les muscles, justement, pour utiliser ce qu'elle appelle to deter, deterrence. Donc, c'est-à-dire que dire à quelqu'un, ben, vas-y si tu oses, parce que c'est ce qui s'est passé avec l'Iran. Si l'Iran n'avait pas organisé une force de frappe, eh ben, les États-Unis auraient marché dessus, alors que l'Iran s'est mis debout, a organisé sa puissance de manière pratique en se disant, ben, nous, on va mettre au point un système pour que ceux qui veulent oser, ben, il y a la menace qu'on tient en main en disant, venez si vous êtes des hommes. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc l'Afrique doit le faire également. Et c'est ce qui se passe aussi avec le Burkina Faso, où ce pays de l'AES s'est organisé de sorte que, tant bien que mal, elle met au point un système, elle acquiert une force de sorte que elles disent, malgré les nombreuses menaces et tentatives qui ont été menées, qu'elle puisse se mettre debout, justement parce que elle a ce qu'elle appelle deterrence, donc cette capacité justement de tenir les gens à l'écart. Parce qu'elle dit très bien que le capitalisme, mais il est violent et il est brutal. Matondo, ma sœur, merci pour cet échange. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu puisses me conseiller 5 livres qui t'ont aidé à grandir, mais surtout 5 livres qui vont permettre à la jeunesse, les gens qui nous suivent, de développer cet esprit révolutionnaire pour pouvoir prendre les décisions qu'il y a à prendre. So, sister, we are going to an end. Mobali Makasi would like you to maybe share in your library 5 books that you would recommend our people read so that they can cultivate that warrior spirit that you were referring or alluding to when you spoke earlier, so that our people can be inspired or awakened. Thank you so much. The first book that I recommend. Are you able to show us? I know that you mentioned Masraoui. Are you able to show us the books on the screen so that our people can do a screenshot or something like that, please? If you can. I don't really have the books with me here. No problem.
what I No problem. have from one of the newest thinker, Yes, Decolonization and Afrofeminism. This is yes. Sylvia Tamale. It's a book that explains on how our education system in Africa is capturing us. It explains how internal and external forces work together in the continent, using farms, using our minerals to continuously enrich them. So this book is filled with a lot of data. So this is a book that I'll recommend every African to read to understand the new age neocolonialism and how it is being perpetuated. Another book I would want Africans to read, if you've not read, Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa. Another book I'll urge all of us to read, Kwame Nkrumah's book, Neocolonialism, The Last Stage of Imperialism. A book that I'll recommend also us to read is Ali Mazroui's book, African Conditionality. It's a book that it's very hard to find it in Africa. So I'll urge all of us, if you have friends outside there, tell them to give you, because I've not been able to find the book here in Africa. I read it while I was at Cambridge. And the last book I'll recommend is The Invention of Africa by Valentine Mudimbe. It shows how Africans, we are trained through a colonial library and how we become people who think for the colonizers, but not for us. And also on So, a spiritual book, we can read the book of Water and Spirit by Malidoma Patrice, the Dagaran warrior from Burkina Faso. uh, the book by Mudimbe is Invention of what again? Invention of Africa. The Invention of Africa. Perfect, Yeah. perfect. Donc la famille, voilà les 5 bouquins dont la sœur a parlé. Donc le premier bouquin, vous l'avez vu à l'écran, donc pas la peine de le citer. Elle a également parlé du bouquin très très connu de Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa. Elle a également parlé des bouquins de Kwame Nkrumah, notamment le bouquin sur le néocolonialisme, pardon. Elle a également parlé de Ali Mazroui, un bouquin qu'elle a cité, je pense, 3 fois lors de cette conversation, African Conditionality. Elle a également parlé du bouquin de Valentine Mudimbe, Invention of Africa. Et puis, elle a également parlé d'un bouquin sur la spiritualité de Maladome Somé qui s'appelle Of Water and the Spirit. Matondo à la sœur, nous allons passer au vote. Nous allons passer au vote, les amis. J'ai besoin de savoir, là c'était une introduction. C'est vrai que l'émission était un peu plus courte que d'habitude. Mais je voulais un peu vous l'introduire, voir si vous voulez la revoir pour qu'on puisse développer d'autres sujets, notamment sur l'économie. Donc c'est à vous, les amis, de voir. Est-ce que la sœur est pertinente? Est-ce que c'était du bon? Est-ce que vous voulez la revoir? C'est comme ça qu'on fait avec tout le monde. C'est l'heure du vote, les amis. 5, tout à fait d'accord. Elle a fait le job, vous voulez la voir. Vous voulez qu'on creuse encore un peu plus sur ce qu'elle fait, sur sa façon de voir les choses. Ou bien, les amis, pas du tout. Dans ce cas, vous mettez le chiffre 2. Donc 5, c'est du bon. La sœur, vous voulez la revoir. Elle développe bien. Elle mérite le pass Millennium. Ou sinon 2, les amis, c'est un somnifère. Vous ne voulez plus jamais la revoir. Et bonne journée. Voilà. Donc là, je mets la musique du stress. On est parti. Thibaut, tu peux traduire. Yes. Avant de traduire, frère, est-ce que après, pendant que les gens votent, est-ce que quand elle revient, est-ce que je pourrais poser une question, parce que c'est une question qu'on lui a pas posée. J'aimerais lui poser la question. Bon, elle est née au Kenya, elle grandit au Kenya, elle arrive en Angleterre, elle va à Cambridge, qui est quand même l'université des riches, quand même, faut le dire. Mais comment elle, malgré tout ça, elle a un réveil. Elle aurait pu tomber dans le piège. C'est vrai. Cette C'est- question, je c'est- l'avais, c'est une mais question- je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas posée. Voilà. C'est Tu vrai. vois, c'est qu'en fait, moi, j'aimerais lui poser la question. Qu'est-ce qui fait que dans l'éducation que tu as suivie, ou ta famille, elle s'était organisée comment de sorte que toi, tu te réveilles bon, déjà, en plus de ça, tu vas pas poser la question sur son nom, parce que c'est un nom C'est qui vrai, est puissant c'est quand vrai même. Voilà. Donc, soit tu lui poses, ou c'est moi qui lui pose. C'est comme tu veux. Traduis d'abord cette partie de la Ok. nécessité du vote, et après, juste après ça, on va enchaîner avec ces 2 questions.
Super, super, super. Yeah. So, Sister Mobali Makasi has got a tradition on this platform where, when the guest appears and has a conversation with us, there's a time for our people to vote. They usually vote if they like the conversation, and also if they are interested in having the guest come back again, or if they believe that this was a waste of time, they ask for their money back, or they ask to never see the person again. So this is a time where our people are going to take a time to vote whether or not they like the conversation. And after that, we'll have another couple of questions for you, if you don't mind. Donc tu lui dis que pour l'instant c'est à l'unanimité. Tout le monde a voté 5. 5, ça voudrait dire que c'est du bon. Donc les gens ont aimé cette présentation parce que c'était aussi ça. C'était aussi la présenter au public francophone. Et les gens souhaiteraient bien la revoir. Donc disons qu'aujourd'hui c'était juste une entrée pour la suite. So it was unanimous. Everybody has voted 5, which means that they really enjoyed the conversation. They found the topic, they found the argument were pertinent, and then it simply means that they are keen for more. And then, so who knows, we might be inviting you for part 2. Tu lui dis qu'elle a déjà son passe Millennium, donc c'est même pas que qui sait. C'est oui, là c'est bon, c'est voté, c'est la dictature en fait. Tu lui dis que Mobali a décidé. Voilà. So we just want you to know that here we practice dictatorship. It means that if our people have voted 5 for you, it means that you've been granted eternal access to this platform, which means that you will be forced to come back here again. Voilà. Sinon, Kwame Nkrumah ne sera pas content. So otherwise, the Kwame Nkrumah will not be happy that you don't serve the people. Donc, alors, juste avant qu'on se quitte, j'aurais bien voulu justement les 2 questions. Donc, c'est vrai, ma sœur, comment on appelle ça? Le fait que tu sois, que tu aies fait tes études à Cambridge, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas l'université de Saint-Denis ici, là. Donc, ici, là, c'est que papa et maman, alors papa ou papa et maman ont du pognon. Mais comment ça se fait que toi, on t'a envoyé faire les études à Cambridge pour finir dans la diplomatie du Kenya et prendre l'argent du pays? Toi, tu es dans les histoires de révolutionnaires. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est mal passé? Ensuite, la définition de ton nom. Pourquoi ce nom-là? Est-ce que c'est ton vrai nom? C'est un pseudo? Peux-tu nous expliquer son nom? Qu'est-ce qu'il veut dire? So these are the last 2 désolé Mobali. These are the last 2 questions for you. It seems that you were born into a Kenyan family, and then you did your studies, and then you ended coming to England, not studying in any ordinary university. You studied in Cambridge. It means that at some point, somewhere, someone in your family has got the money or has got a deep bank account to be able to fund that kind of education. So which means that you were destined to be working at a high level in diplomacy, and then working so that you can steal the money of the people of Kenya. But you decided, no, this is not what you're going to be doing. You're going to be turning into a revolutionary. So the question would be, how did that happen? So that's the first question. And then the second question is to do with your name. Is there a meaning behind your name? Is it your real name, or is it just a name that you use outside? So these 2 questions are for you. Okay, thank you so much. First, I went to Cambridge because I got a fully funded scholarship. I was the top student in my year at the University of Nairobi. And when I applied to Cambridge University, I was able to defend my analysis because I wanted to understand the persistent underdevelopment in the continent. So I got the opportunities, and I think the ancestors wanted me to be there so that I can compare the kind of education system we receive here in the continent vis-a-vis what is given out there. And while there, I decided I am not going to join the elite class that decides to steal from the people, that make people live in undignified ways, deplorable states, yet they are eating chicken every day. So I decided I will use my education and thank the ancestors for having me get fully funded scholarship to go to Cambridge
and use my education to fight for the dignity of every African, because all African countries are facing the same enemy. That's why I decided to turn and become a revolutionary. And this leads to my name. My name Wavinya is a name from a Kamba community here in Kenya. It means a woman with incredible energy, vigor, and vitality. And my dad gave me this name, and he told my mom before he passed on, he told my mom, Wavinya is going to be amongst the people who will be fighting for the Africans in Africa when her time comes, and she will do it through education. So I think the ancestors spoke to him and they give me the name, and I'm using my name, which is spiritually channeled, and using my education that I understand so much. I'm a philosopher, to fight for the dignity of all Africans. And I'm not fighting alone. I'm fighting with people like Makobe, who's having this conversation, and other Africans who are asking these pertinent questions, because it is time for our generation to have the right conversations, because the reality on the ground is people are suffering. And I don't want to be amongst the people who are eating cake, bread, and the wines in these multinational industries while our people are suffering. So this is me using my knowledge to fight the economic war, to fight the intellectual war, and the sovereignty war. Beautiful, beautiful, beautiful. Woo, 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 woo. Excellent. La famille, je réponds, je traduis, mais déjà j'appuie ce qu'elle dit parce que ça fait 2 décennies que je suis ici en Angleterre. Pour entrer à Cambridge, je peux vous dire, la famille, il faut se lever il y a 5 siècles parce que c'est pas de la tarte. Donc elle dit que elle était une étudiante modèle au pays, et que quand elle est venue ici, ben, elle n'a pas les moyens d'étudier à Cambridge parce que ça coûte énormément cher, très 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 cher. Mais elle va avoir, comment on dit un scholarship, une bourse, voilà. Donc elle aura une bourse, et cette bourse, en fait, une bourse complète. Donc à savoir que tes études sont payées, ton logement est payé, t'as qu'à venir et t'étudies. Mais il se trouve que justement, elle a gagné, elle a reçu cela parce que elle était parmi les étudiantes les plus brillantes dans sa promotion au pays. Et tu gagnes pas simplement comme ça une bourse, c'est que tu as une recherche, des recherches, des études que tu as pu faire, et puis quand tu viens, tu défends les travaux que tu as fait au départ. Et eux, ils jugent et ils disent, OK, là, on a quelqu'un de brillant, donc ça le fait, on va lui donner cette bourse. Donc, elle le fait, et elle dit que c'était l'opportunité que les ancêtres avaient pour elle, et c'est comme ça qu'elle arrive et qu'elle débarque et qu'elle étudie ici à Cambridge. Donc, en fait, quand elle étudie, elle prend la décision, parce que effectivement, Cambridge, c'est l'université des élites. Et si tu arrives ici en Angleterre et tu as un CV où tu mets ça, tu as les portes qui s'ouvrent partout. Mais elle décide qu'elle ne va pas rentrer dans ces portes-là parce qu'elle ne veut pas manger des gâteaux, boire du vin, pendant que son peuple ne vit pas dans une certaine dignité. Donc, elle décide que non, elle se rend compte qu'on a le même ennemi partout, et elle décide que dans ses études, elle va utiliser sa brillance pour devenir quelqu'un qui est révolutionnaire. Et donc, elle appartient, et ça c'est la deuxième partie, elle appartient à un peuple, à un groupe qu'on appelle les Akamba, et son nom en fait signifie que c'est quelqu'un qui a une énergie et de la vigueur, et c'était le nom que son père avait dit à sa maman avant qu'elle fasse une transition, que ma fille ici, justement, elle se battra lorsque son temps sera arrivé. Et donc, elle, justement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise son éducation, son intellect, justement, pour justement se battre pour la dignité du peuple. Et elle dit qu'elle ne veut pas manger des gâteaux, boire du vin, pendant que son peuple souffre, parce qu'elle, elle dit qu'il y a une guerre, et que donc elle utilise son intellect, justement, pour cette cause du peuple.
J'ai une dernière question. J'ai une dernière question. Je ne peux pas la laisser partir comme ça. Donc, je suis désolé. Hein. Tu lui dis que I'm maman, so heure supplémentaire, mais c'est pas payé. your question is so, I mean, your delivery is so inspiring that he calls you mama. He says, I'm so sorry, but I'll have to ask you for one overtime, but this overtime means that you're not going to be paid, but I need you to answer one more question, if you don't mind. It's okay, no problem. Ma sœur, tu sais, il y a toujours un prix à payer lorsqu'on décide d'accepter pleinement son africanité. D'accord? Il y a toujours quelque chose à payer. Notamment concernant la paix sociale. Cela va dans le cercle familial, les amis, le boulot. Donc à partir du moment où tu acceptes ton africanité, tu vas avoir des ennuis. Ce que moi j'observe, une belle maman comme toi là, donc déjà là, toi tu as dit non au tissage, tu as dit non tout cela, là c'est cheveux naturels, tu as fait cheveux naturels, tu as mis déjà le collier traditionnel, je vois les boucles d'oreilles, il n'y a pas de boucles d'oreilles achetées chez Zara venu Gucci machin truc, donc là tu as renoncé à tout cela, là je vois une dame, une africaine qui s'affirme. Tu avais les opportunités, maman, de rentrer dans l'administration kenyane, bouffer tout l'argent du gouvernement. Toi, tu as renoncé à ça et tu as dit, moi, je veux devenir une africaine. Même quand vous me voyez, vous devrez voir une africaine. Ok. C'est quoi le prix à payer de tout cela au final? La relation avec les autres, avec les frères, c'est comment? Est-ce que ça attire les frères? Est-ce que ça fait fuir les frères? Est-ce qu'on peut en parler vite fait avant qu'on se quitte? Je suis juste curieux. So, Brother Mabali is really entering private territories. And then he says, Sister, there must be a price to pay to accept to be a revolutionary like you are when you accept your Africanity. Because in my experience, when you make that choice, there's always a trade off because you must turn your back against family members, or you might have problems at work. So when you have that reality, I Ou can les amis see, and I d'enfance. have to, Ou les amis d'enfance. yeah, your friends when you were a child, or childhood friends. Because when I look at the screen here, I see a beautiful, beautiful African woman, and I can see a woman who's wearing her natural hair. She's not wearing fake extension from Brazil or somewhere. I can see a sister who's wearing some cowrie shells around her neck. I can see someone who didn't come here to impress us with some Gucci garment or something of that nature. So we see a real African woman who's proud to be herself. So I'm asking you the question, when a sister makes that choice, does it mean that some brothers don't want to talk to you? Are you successful with our brothers? Do brothers approach you? So this is Brother Mabali moving into personal territories. I just have to give you an answer. Brother Mabali is happily in a relationship, so he's not chasing anything, but I'm just defending him. Yeah, I totally understand. It comes to a place that people even start sort of fearing and saying that you're going mad, especially when they see you as a Pan-African thinker. In the past, I used to wear the colonial hair because that is something the colonizers gave us as a measurement of beauty. But the moment you become a Pan-African thinker, when you start understanding what our ancestors told us about us, you become very proud of yourself. You decolonize your crown because Ashe. crown is the most colonial aspect we have as a people in the continent, especially women. So you have to decolonize the crown when you become a Ooh. Pan-African thinker. When you're fighting for African dignity, you must embody it. You must live like an Africa. Whatever I wear must be made in Africa. Whatever I eat
must come directly from the farmers. Here in Kenya, we are the headquarters of GMOs. But as a people, we are revolting against government signing us into the GMO world by buying directly from a Kenyan farmer. And what we are calling as Pan-Africanist is, let's open the market. Let us be able to buy cocoa from the West Africans. Let them buy tea from us. We are markets, but we don't see ourselves as markets. So decolonization and the aspect of decolonization makes a lot of people not really understand you. But for me, I use knowledge as my power, because knowledge is more powerful than anything else. And if it means that I'll have to stay away from the love life, away from the material world to ensure that this fight is won, I am ready to give my life to the cause, because Pan-Africanism is for the people. Woo, beautiful, beautiful, beautiful. Ah, frère Mobali Makassi, frère Excellent, Mobali. excellent. Tu poses des questions comme ça à Mon la fraise, c'est frère, pas il du fallait bon. que je la pose celle-là. Il fallait que je la pose. Désolé, il fallait vraiment que je la pose. Ça me brûlait les lèvres. Yeah. Je voulais. Mobali Fallait que je pose cette Makassi question. says, Mobali Makassi says that his lips were burning. He had to ask you that question. Donc la sœur dit, tu sais, frère Mobali Makassi, tu sais, il y a l'élément peur, crainte qui est là, mais lorsque tu es un intellectuel, un penseur africain, eh bien, moi, je suis fier d'être moi-même parce que lorsque tu deviens panafricain, tu vis le panafricanisme dans ce que tu portes, dans ce que tu consommes. Parce qu'il faut dire que au Kenya, là où elle vit, il y a, c'est vraiment le quartier général de tous les éléments, c'est le GMO, donc tout ce qui est modifié génétiquement. Donc, OGM. en fait, OGM, voilà. Donc, du coup, elle dit que elle prend position que t'achètes pas ce type de produit. Ils s'organisent entre eux en tant que fermiers. Donc en fait, on va acheter directement chez les fermiers. Et elle dit que c'est quelque chose qu'on devrait faire où on ouvre l'accès. Du coup, on va acheter le chocolat, en tout cas le cacao chez les producteurs de cacao. On achète le thé au Kenya. Donc en fait, vraiment, c'est pour dire que elle vit cette réalité-là. Elle dit que au départ, lorsque elle avait commencé, elle avait les faux cheveux parce que c'est le modèle que l'Occident vend. Mais une fois que tu te décolonises l'esprit, et ben justement, tu enlèves les faux cheveux et tu embrasses ta vraie nature. Et donc, elle dit que elle le vit comme ça. Elle dit que si c'est le prix à payer que cette décision va faire qu'il n'y aura pas des gars qui vont lui courir après. Elle dit que elle accepte que cette vie sentimentale, amoureuse soit mise de côté si le prix à payer, c'est qu'elle est dans le combat et elle se bat pour son peuple. Je ne sais plus quoi dire, à part Matondo. Mobali Makali, Matondo et encore Matondo. Mobali Makasi says he's speechless, and in Congo, when we thank someone, we say Matondo, Matondo, Matondo. You've won me over. I'm speechless, so I just thank you. À très bientôt à la sœur. Tu dis à la sœur très bientôt, j'aimerais bien la revoir de temps en temps, qu'elle vienne le plus souvent possible parce que finalement le public francophone apprécie. Et personnellement, j'aimerais bien qu'elle fasse partie un peu de la team qui est déjà ici pour essayer de vulgariser, échanger et puis créer une vraie communauté. Donc en tout cas, bienvenue à elle et puis j'espère que nous allons collaborer le plus souvent possible. So, sister, I extend this warm appreciation by saying that I would like you to be part of our group here where we exchange and we bring knowledge to our people. Really feel welcome, feel free to be with us here, because I would like that this work that we are doing, you can still come and reach out to us if there's anything that you would like to communicate. Sure, no problem. Thank you so much, because we, the thinkers, the intellectuals, must unite for the mission of Africans. And yes, I'm ready to collaborate,
partner with you in spreading the message of consciousness to all Africans so that we can all live in dignity. You've À got très bientôt. you've got your book, but could you show désolé Mobali, you've got your Oui. book, could you show the cover? People might want to buy your book. Donc voilà, la famille, elle a un bouquin qui s'appelle La violence du capital. C'est en fait un bouquin où elle montre comment l'Afrique, elle est dépossédée. Elle dit simplement que oui, elle est d'accord pour qu'on soit unis et elle dit qu'elle veut continuer ce partenariat avec nous. Si ça continue, ça c'est le deuxième bouquin, les chaînes mentales, intellectuelles. Donc elle est prête à continuer ce partenariat qu'on a ensemble pour que ça bénéficie au peuple. Ok. Donc, ce que nous allons faire, hein, la sœur, si elle le veut bien, la prochaine fois qu'elle viendra, c'est pour, si elle peut nous faire un petit exposé pour que la zone francophone puisse découvrir un peu mieux son livre et puis prendre le risque de l'acheter et d'utiliser Google Traduction pour traduire parce que c'est le combat, c'est comme ça. Hein. Tu vois, il y a plein de livres moi que j'ai, je comprends pas très bien l'anglais, mais moi j'ai acheté. Et puis si la connaissance elle est là-dedans, même si c'est en turc, moi j'achète. Tu vois, mais fais-nous quand même un petit résumé, un petit PDF et viens nous faire un petit exposé comme ça, voilà. It'll be interesting if next time you come, you present your books so that by presenting it, it might convince our brothers and sisters who might not be speaking English to buy the book, because just like I do, I don't have a good command of English, but I've got books in English. What I do, I use Google Translate to translate. So if you can come and give us a sort of overview of your work, it'll be interesting. But then again, it might convince people to take a chance of buying your book so that they can even learn more. Voilà. Sure, À très bientôt, ma sœur. À très bientôt. So we see you soon, and you can disconnect, and then we say thank you once again. Thank you. Matondo. Excellent. Frère T-Boy, alors moi j'ai des lags. Bizarrement, quand je suis sur cette page, j'ai des lags, mais quand je suis sur ma page ici, là, il n'y a pas de lag. Donc c'est pas grave, je pense que c'est la chaleur, les machines commencent à fatiguer. T-Boy, écoute, merci parce que pour le coup, je t'ai un peu prévenu tard et tu as accepté tout de suite, comme d'habitude, disponible. Et voilà, donc merci, je voulais te dire merci. M'attendre à toi, m'attendre à la famille et m'attendre à vous tous. Voilà. Sinon, frère, écoute, je sais que... Alors, je sais pas si les gens savent. On peut dire, non? Tu as eu un enfant, non? Entre-temps? Un nouveau guerrier? Bien sûr. Parmi nous? Mais les enfants savent. Non, ils ne le savent pas. Je sais pas, oui, frère. donc... l'absence est due à plusieurs choses. C'est un master qui avait commencé en 2023, énormément de travail à faire, et puis il y a eu un mariage, et puis il y a un enfant qui est né, qui a maintenant 9 mois, effectivement. Donc, on suit le processus, on voit un petit garçon qui grandit. Et maman et bébé sont en bonne santé, tout se passe bien, donc je passe énormément de temps avec la famille. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis plus aussi présent que je ne l'étais au passé. C'est parce qu'il y a des obligations académiques d'un côté, professionnelles de l'autre, et puis familiales maintenant. Voilà. Parce que les gens, quand ils te voient plus, ils se disent qu'on est en bif, tu vois, parce qu'après je reçois des messages. Non, mais je le dis. C'est fou. Parce que les Africains attendent que d'autres Africains aient des problèmes. Donc ils se disent, voilà, ça y est. Non, mais mon ami, c'est ça. C'est fou parce que j'y ai pensé il y a 2-3 semaines, parce que la même chose, donc on a commencé à collaborer en 2020, et à un moment donné, je devais lancer un business, j'ai un petit peu galéré, et j'étais occupé par rapport à ça, et tu es venu et tu m'as dit, frère, tu sais quoi, les gens disent que toi et moi, on a un bif, du coup on ne se parle plus. Non, il y a des obligations. Non. Frère, et je le dis devant tout le monde, on est le 12 juillet, demain c'est mon anniversaire, ça, je dis ça comme ça, je dis pour dire que il n'y a pas de bif avec qui que ce soit. Si je ne suis pas à l'antenne, c'est qu'il y a des obligations. Mais le travail, le combat, on est toujours là. Et si jamais vous ne me voyez pas, ça n'a rien à voir avec la relation avec Mobali, qui est un frère, un vrai des vrais. C'est simplement qu'il y a des occupations qui font qu'on n'est pas présent. Donc voilà, si jamais il y a des mauvaises langues là, et taisez-vous la famille, c'est comment ici? Voilà. Ok frère, bon écoute, sinon on se retrouve les amis week-end prochain.
C'est une autre sœur. Je pense que ça va être intéressant. Je ne vous en dis pas plus, mais soyez nombreux parce que ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Et puis après, pour le reste du planning, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais abonnez-vous. Hein, abonnez-vous. De toute façon, vous ne serez pas déçus. À chaque fois, on essaie de trouver le meilleur pour essayer, disons, d'échanger, d'éduquer et puis de transmettre. Donc, ouais, allez-y, il n'y a pas de problème. Cela dit, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, je trouve que la sœur n'a pas répondu. En tout cas, pour moi, elle n'a pas répondu à mes questions. J'ai essayé de titiller, hein, mais elle n'a pas vraiment répondu. Moi, je suis fatigué du discours qui... comment je peux dire ça ? Du discours que tout le monde veut entendre. Tu vois ? Parce que ce discours-là, en vérité, il n'est pas responsable. On dit ça parce qu'on ne veut pas être responsable, parce qu'être responsable, c'est prendre des risques. Mais comme on ne veut pas prendre de risques, il y a des sujets, il ne faut pas trop les aborder. Donc, il faut dire les choses dans le sens du poil, tu vois. Et moi, je n'aime pas ça. J'aime les discours réalistes, même si c'est dur à entendre, même si la décision, elle est dure. Mais j'ai besoin, moi, pour prendre des décisions, d'être en phase avec la réalité, tu vois. Si le combat il doit être gagné, il faut qu'on me dise le combat on va le gagner. Si le combat on va le perdre, il faut me dire le combat on va le perdre. Mais moi ça me permet de mieux me préparer, mais au moins de prendre une décision, tu vois. Donc la question de quand je lui ai posé qu'est-ce qui manque, le développement, ouais. Tu vois, quand je lui ai posé la question qu'est-ce qui manque aux Africains, je t'avoue que elle m'a pas trop convaincu, tu vois, elle m'a pas trop convaincu parce que je continue à le penser, hein. Qu'est-ce qui manque vraiment aux Africains pour pouvoir changer les choses ? Parce qu'on va me dire, oui, on a subi le colonialisme, et tout le monde a subi le colonialisme. Et puis moi, j'en ai marre de pleurer tout le temps, en vérité. Tu vois ? Moi, je commence à penser différemment. Je me dis que la difficulté, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Tu vois ? C'est-à-dire que quand il t'arrive une dinguerie, même la plus grande des dingueries, tu vois, même... il y a toujours quelque chose à apprendre. Et si tu fais attention à ça, c'est censé te rendre meilleur. Parce que c'est la difficulté qui fait de toi un homme meilleur. C'est pas le confort. Il n'y a aucune chose dans la vie, dans la nature, je veux dire, ça éclore dans le confort. Même la vie, tu viens dans ce monde, si tu ne pleures pas, le médecin il te donne une tarte dans les fesses. Parce que tu dois pleurer. C'est le signe que tu es vivant. Non, mais c'est vrai, moi. Non, tout à fait vrai. Je pense que la sœur, c'est une première pour elle en francophonie, je pense, hein. Et je pense qu'elle est plutôt formelle. Et je pense que c'est raison de plus pour qu'elle vienne une deuxième fois. À ce moment-là, on se pose. Elle est moins formelle, elle est plus en famille. Et là, on se dit, OK, voilà, t'as 2 bouquins. Raconte-nous ABC, tu dis ça clairement. Ouais, parce que je pense aussi que... attends, la sœur a fait Cambridge. Si je me rappelle, les étudiants africains qui viennent à Cambridge, quoi, c'est 100 000 livres, quoi. C'est 150 000, ou j'exagère. En tout cas, je sais que c'est très, très gros. Donc, du coup, t'es chez les privilégiés, t'apprends à bien parler de manière, tu sais, châtiée, tout ça. Donc, elle peut peut-être aussi venir en mode clean. Tu vois, moi je pense qu'elle devrait venir une deuxième fois et cette fois-là, c'est vraiment 4 sur table. Faut qu'elle expose. Calmement. Je pense. En fait, et je pense qu'elle a beaucoup à dire. Ouais, je pense qu'il faut la laisser exposer avec ses PDF. Comme ça, elle va mieux développer son sujet et puis venir. Ouais. Mais là, dans l'état actuel, j'avoue que sur ces questions-là, moi, je ne suis pas rassasié. Bon, si c'est passé, pour moi, je ne suis pas rassasié. Parce que ce discours-là, je l'entends tout le temps il ne me fait plus rien. Tu vois, ça me fait pas vibrer, moi, ce discours-là. Voilà, d'autant plus que quand on m'en parlait et j'ai vu le titre, c'est « Les dynamiques du pouvoir en Afrique ». Moi, je pensais qu'elle allait exposer que, voilà, le pouvoir en Afrique, c'est un pantin qui est là, qui fait semblant qu'il est le plus grand, mais en fait, il y a en dessous lui, il y a lui. Moi, je pensais apprendre sur les dynamiques autour de ça, tu vois, mais elle n'a pas exposé ça comme ça. Donc, je pense qu'elle devrait venir. Et à ce moment-là, elle prend une craie, elle explique, voilà, ouais, processus qu'elle passe au tableau. Processus B. Elle développe tout ça, elle donne les slides, on les traduit, comme ça la famille suit, et on pose même des questions s'il faut, tu vois. Je pense que ce serait mieux, parce que là, c'était
une entrée en la matière et je pense qu'on a plus à gagner à l'inviter une deuxième fois. Elle procède par dire voilà, mon bouquin, chapitre 2, comme ça on comprend bien, je pense. Mais tu vois, Thibaut, pour revenir à ce que ce qu'il y a dans ma tête, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre l'Afrique, je n'arrive pas à comprendre les Africains en général, tu vois. Parce que au final, avec le temps, j'ai vraiment pas l'impression qu'on veut être libre. Tu vois, et je pense que même cette situation des Africains, ça peut pas être autrement en fait. Vu les décisions que l'on prend, que nos anciens ont pris et qu'on continue à prendre, parce que nous sommes les anciens de demain, c'est-à-dire que les enfants de nos enfants, ils vont dire nous les ancêtres, donc ils vont dire qu'on n'a rien foutu parce qu'ils vont voir nos vidéos sur TikTok, Claire. Ils vont voir tout cela, ils vont dire mais putain, mais ils foutaient rien. Donc en vérité c'est nous. On continue à prendre les sales décisions, mais au final c'est qu'est-ce qu'il faudra aux Africains pour pouvoir se réveiller. Et le jour où ils vont se réveiller, parce qu'ils vont quand même se réveiller, est-ce que ça sera déjà trop tard? Est-ce que ça sera déjà trop tard? C'est une grande question que je me pose, parce que je ne vois pas, je ne comprends pas, je comprends pas les Africains. Tu vois, je comprends pas les Africains. Oui, et d'autant plus que, comme on a bien dit, que le monde, il n'est pas statique, il est dynamique. C'est-à-dire que c'est comme tu es dans un train en mouvement. Tu n'attends pas et que tu sautes dans le train. Le train, il avance en fait. Donc du coup, il faut vraiment qu'on agisse et c'est clair qu'on peut se poser des questions. Et oui, que... mais Thibaut, en temps normal, tu vois. Et je suis avec toi, hein. Quand je dis ça, je suis avec toi. Là où je me pose des questions, tu sais, en temps normal, quand il t'arrive une dinguerie, quelqu'un est venu chez toi, t'a tapé, a violé tes enfants, on t'a fait une dinguerie. Dans le monde normal, quelqu'un de normal. Je veux dire, tu penses à la vengeance en vérité. Tu penses à dire, je vais le finir, je vais le terminer. Tu vois, c'est un réflexe normal. Et toi, si tu n'as pas fait le boulot, l'idée, c'est que tu as un crew qui puisse faire le boulot pour toi, en fait. Mais tu peux pas... il t'arrive autant de dingueries. Et en fait, maintenant, tu t'es assimilé à celui qui t'a fait ces dingueries et tu vois dans sa réussite, ta réussite. En fait, quand le locoderme, lui, il a bu, qu'il a tout détruit, qu'il veut se distraire pour regarder un match de foot, toi, tu veux te distraire avec lui. En fait, c'est comme si tu n'avais pas de problème. C'est-à-dire que j'ai appris... Oui, c'est clair. Non, mais j'ai appris, par exemple, là, que Donald Trump ne voulait pas des Africains. Mais les Africains ont insisté pour aller là-bas. Et, tu parles de l'arbitre qui a été refusé de la Somalie, c'est ça? Frère, déjà les Africains, avec tous les problèmes que vous avez, vraiment, vous allez jouer aux Coupes du Monde. Vous ne pouvez pas annuler et puis dépenser votre argent à donner l'argent à l'AES ou je ne sais pas quoi. Franchement, avec tous les problèmes que vous avez, vraiment, vous dites la priorité pour l'Afrique, là, aujourd'hui, c'est le foot aux États-Unis. Frère, c'est là où je ne comprends plus rien. C'est-à-dire que là, je t'avoue, je dis que même moi, si j'étais un locoderme, je pense que j'aurais fini les Africains. Parce qu'en vérité, on le mérite. Je te jure que ça m'énerve. Je ne comprends pas comment des gens avec autant de problèmes peuvent avoir des priorités. Des priorités à la noix. Le foot. Là, je décroche. Tu vois, je décroche. Bref. On verra ce que la sœur elle a à dire par rapport à tout ça, mais j'aurais bien voulu avoir une réponse. Proposons un numéro 2, elle vient, elle présente le truc de A à Z. Et elle décortique le truc, et elle te dit concrètement, ça ressemble à ça, la réussite, ça va aller comme ça, acquérir le pouvoir, ça va se faire comme ça, s'accaparer le pouvoir, empêcher les autres justement de nous briser, ça va se passer comme ça, comme ça. Je pense que ce serait bien. Même son histoire d'Ubuntu, parce que moi, Ubuntu, là, quand j'entends ça, c'est encore des choses pour nous endormir. Parce que ça n'explique jamais, en tout cas là, elle a essayé, mais ça n'explique jamais le côté révolu. C'est toujours pour dire, oui, on est ensemble, ce qui est à moi est à toi. Mais c'est ça qui nous a mis dans la faiblesse, en vérité. C'est ça qui nous a mis cette gentillesse-là dans tous les anthropologues qui sont venus en Afrique. On dit les Africains, ils sont gentils. C'est ça qui nous a mis dans la faiblesse. C'est ça qui nous a mis dans la faiblesse. Je ne veux pas la critiquer. Non, je ne veux pas dire ça parce qu'il faut qu'elle vienne à une deuxième partie. Mais bon, je le dis quand même. Dans le bouquin qu'elle avait montré, quand elle a parlé de décolonisation et afroféminisme, j'ai fait « Oh !» Ouais, j'ai aussi vu ça. Mais je me suis dit peut-être que c'est l'auteur qui critique. C'est peut-être l'auteur qui critique le féminisme. J'espère. J'ai dit « Ouh !» Tu vois, on verra. Dit, ah, bon. On verra. Donc, invitons-la pour une deuxième fois et qu'elle vienne expliquer concrètement. Voilà. Les amis, c'est pas grave. On
On va en reparler. Bon, les amis, on reste connectés. On est ensemble. Hein, on est ensemble. Et puis portez-vous bien. Bon, T-Boy, à plus tard. Salut madame et l'enfant. Ciao, Parce ciao. que tu es un professionnel. Parce que je suis un professionnel et je vais vous quitter avec un générique. J'espère qu'il va marcher. Allez, ciao. Auteur.